le focus de la semaine, c'est la traduction. La traduction des mangas de chez Glénat, bien entendu. Et pour cela, en fait, sur le compte Twitter de Glénat, en l'occurrence, vous aviez la possibilité de transmettre une question à travers un formulaire. Et nous avons du coup récupéré ces questions. Quand il y avait les mêmes, on les a évidemment regroupées. Et nous avons du coup fait passer toutes ces questions d'abord à Benoît, il me semble. Oui. Et quand ça concernait directement les titres traités par Fédois, du coup, on lui a également donné. Non, ah non, pas du tout. D'accord. Non, d'accord. C'est la surprise. On l'a prévenu qu'il y aurait effectivement des questions pour elle. Voilà. 1h30, c'est bien. Voilà. 1h30, ce sera très très bien. On est bien, on est bien. On est pas mal, je voulais dire. On est pas mal. Le lapsus. Excusez-moi, c'est juste qu'on est emporté, je vous disais, voilà, par l'ambiance très détendue sur ce plateau, puisqu'on est qu'avec des gens, on se connaît, hein, c'est pas comme si on se découvrait aujourd'hui, donc c'est pour ça on est un peu relax, nous allons commencer, donc, les questions de traduction qui ont été envoyées au préalable, évidemment, donc aux éditions Glénat, ici représentées par Benoît, du coup avec les questions qui concernent Bleach. Donc c'est moi qui vais lire la première question qui a été posée, et du coup, je vais ensuite vous demander d'essayer de répondre à cette personne. Je crois qu'on n'a pas les pseudos ou les noms des personnes. Non, on a juste, donc on espère juste que ces gens-là, du coup vous êtes venus, on espère que vous êtes là en fait. Hein, on doit les avoir sur les formulaires, mais à partir du moment où on a rassemblé et corrélé les questions, on a effectivement pas mis le nom. Ce qui nous paraissait important par rapport à ce live, c'est de répondre à ces questions, puisque comme ça vous auriez les réponses Parfait. Alors, évidemment, je réponds aux blagues également sur le chat, puisque je vois qu'on est tous très relax, même sur le chat. Bleach, qui veut dire eau de Javel. Jusque-là, on est tous d'accord. Alors là, on va pas... D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça s'appelle pas eau de Javel en français? Je m'y attendais poser pas. les bonnes questions. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait tous se poser la question. Pourquoi Bleach et Bleach? Pourquoi Bleach s'appelle Bleach? Mais non, très bien. La première question, est-ce que la traduction des romans sera faite par la même personne que pour le manga? Sa traduction de Bleach fut vraiment excellente. Alors effectivement, les romans qui sont actuellement, enfin le roman, en tout cas le premier tome qui est en cours de traduction, par la traductrice de Bleach, ce pour différentes raisons. La première, c'est qu'effectivement, elle connaît la totalité des 74 volumes ainsi que les databooks, de la même manière que quand on a du Dragon Ball Super. Je suis désolé, Fédois, c'est toi qui punis. Oui, mais c'est Dragon Ball, alors c'est voilà. Voilà. Et ensuite, parce que justement, ça permet déjà qu'elles connaissent la totalité de l'univers, ça permet aussi d'avoir une cohérence, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Bleach, ça fait un certain temps que le tome 74 est sorti. Donc là, on a les romans qui paraissent, et donc le fait d'avoir la traductrice qui est au fait de la totalité permet justement que même si un certain nombre d'années se sont écoulées depuis la parution du tome 74, on reste dans le même univers et on n'a pas l'impression de changer. Est-ce qu'on peut donner le nom de la traduction? Tout à fait, c'est ce que j'étais partie chercher, c'est Anne-Sophie Thévenant, un nom que je vois partout également, et depuis effectivement très longtemps. Ouais. Je sais pas, j'irais pas dire peut-être aussi longtemps que toi, mais peut-être en fait, hein. Peut-être aussi, donc je saurais pas dire, mais oui, je l'ai toujours vu aussi. C'est un nom que j'ai énormément vu, et je suis totalement d'accord pour dire que ces traductions sont excellentes. Par contre, je ne l'ai jamais rencontré, mais au plaisir, hein, au plaisir. Et elle avait repris depuis le début, elle avait refait la traduction de Bleach Alors Bleach, moi je suis arrivé chez Glénat en 2007, donc avant je ne sais pas trop, mais effectivement donc, quand je suis arrivé chez Glénat en 2007, on devait être aux alentours du tome 18-20 je crois de Bleach, et elle était déjà sur la série. Donc, il me semble qu'il y a peut-être les 3-4 premiers de Bleach qu'elle n'avait pas traduits. Parce qu'au début c'était Clairvoyant. Alors je check, parce que justement il y a le 3 ici, regardez. Et ensuite très rapidement c'est elle qui l'a fait pour justement garder la totalité de la série. Effectivement, au moins jusqu'au tome 3, là on a en traduction Kodachiko Kureru. Oui, donc c'était le nom de Claire Broyac. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, on est sur des pseudos. La personne qui m'a fait entrer chez Glénat. Oh, la fameuse. La fameuse qui était en classe avec moi. Puisqu'on rappelle que du coup, tu as été étudiante de japonais à l'INALCO. C'est ça, voilà. Avec cette personne. Voilà, qui t'a fait entrer à Glénat. Comme quoi, si vous voulez devenir traducteur de manga, l'INALCO, c'est pas mal. L'INALCO, c'est un bon plan. Hein. Mais c'est dur. Hein. Je veux pas non plus vous dire que ça sera facile, parce que c'est très, très serious business. Hein. L'INALCO, on est sur un niveau de compétence assez élevé pour pouvoir obtenir un diplôme à la fin. Donc ce sera effectivement toujours Anne-Sophie Thévenant qui s'occupera, en plus des mangas qu'elle a fait, des romans qui arrivent bientôt. Je crois que c'est pour l'été. C'est pour septembre.
C'est pour ça. Oh, carrément. C'est pour la rentrée. Voilà. Moi, j'étais en mode, non, c'est Berserk l'été. Oui, Voilà, c'est ça, je Berserk suis... était, voilà. Je me disais tout arrive en même temps, mais non, pas du tout. On étale, c'est mieux d'étaler. Une traduction de Who do not always love you et Spirits are forever with you est-elle envisageable? Alors, De pour quoi le moment, s'agit-il alors, déjà il s'agit très certainement d'autres Romans titres liés, voilà, sans doute liés à l'univers de Bleach. Donc, pour l'instant, on est bien évidemment sur la traduction du roman de Bleach, Can't Fear Your Own World. Après, en fonction des résultats, bien évidemment, si le public est au rendez-vous, ce que nous espérons tous en tant que fans de Bleach, il n'y a pas de raison que nous arrêtions aussi bon chemin. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour la réponse. Je me permets de répondre un peu aussi sur le chat, qui pour des raisons étranges, nous parle de licences qui ne sont pas chez Glénat. Oui, et c'est mon sujet qui fâche, donc je ne vais pas répondre. Voilà, on peut pas, on n'est pas habilité à le faire tout simplement puisque ça ne nous concerne pas. Cependant, Cordélia qui pose la question de Puis-je Berserk en juillet, qu'est-ce à dire? Eh bien en fait il y a le tome 41 qui sort, hein, au cas où l'information n'aurait pas été trop communiquée, pourtant il me semble qu'on avait fait du bruit. Le tome 41 sortira en 3 éditions et on l'attend avec impatience et voilà, les gens à Glénat bossent dessus pour vous proposer quelque chose de magnifique pour clore évidemment la grosse aventure Berserk qui n'est pas totalement peut-être la fin, et je n'ai pas le tome 41 dans les mains donc je peux pas vous dire ce qu'il contient exactement, mais en tout cas j'ai hâte qu'il arrive. Traduit également par Anne-Sophie Thévetot. Ah bon, c'est vrai aussi Berserk. Oui, Berserk. Ah mais c'est pour ça que je vois son nom tout le temps, parce que je suis en train de lire les Berserk Oui, en ce c'est moment. ça, exactement. Je vois son nom, mais sur quoi je vois son nom? Est-ce qu'elle traduit pas non plus Dr Stone par hasard? Non, Dr. Stone, Non, c'est c'est Karen Karen Stanko. Stanko, ouais. Vous maîtrisez de fou. Il faudrait faire un quiz. Ça, c'est traduit par qui? Alors, oui. Oui, Alors, je pense t'auras un avantage certain. Hein. J'aurai un avantage sur les titres Glénat, sur ceux de la concurrence, peut-être pour moi. Peut-être. Bon, si on faisait Sauf ça. si on est sur des tomes, à partir de quel tome avez-vous choisi de changer de Oh mon traduction? Dieu! Alors attends, je sais pas si tu connais les bisextiles, mais... Ah là, c'est difficile là. Tu vois, il y a des pièges, hein. Il peut créer des pièges et tout. Non mais c'est vrai que tu seras avantagé si on fait ça ici par rapport à Glénat. Ouais. Je parlais de Dr Stone justement à l'instant. On va aborder une question par rapport à Dr Stone également. Alors déjà la question c'est cool parce qu'elle commence par bonjour. Et je trouve Oui. que déjà on est sur un niveau de politesse qui prend 3 grades. Bonjour, pourquoi avoir remplacé l'emblématique, oh mon dieu, 10 milliards de pourcents de Senku par un simple 300%? Alors avant de répondre, parce que je pense qu'effectivement ça fait partie aussi des choix de traduction, même si on a dit que c'était pas toi qui avait traduit Dr. Stone, je pense que dans un premier temps il peut être utile d'expliquer à nos lecteurs, Oui. en fait d'une manière générale, le processus de traduction, parce que là Bien sûr. on répond on va dire sur des questions très précises qui ont été ouais. relevées par les lecteurs et les lectrices, mais en fait peut-être qu'un certain nombre de personnes ignorent en fait la manière dont on traduit, les questions qu'on peut être amené à se poser, etc. Donc je pense que ça peut être utile dans un premier temps déjà d'expliciter ce processus-là, parce que les gens ne Bien sûr. découvrent juste que l'ouvrage fini. Bien sûr. Donc je vais te laisser la parole. Oui, Voilà. alors c'est vaste comme sujet. Qu'est-ce que tu veux que j'explique précisément en fait? Alors en fait, à partir du moment où tu es contacté par un éditeur Oui. et où l'éditeur te dit voilà, j'ai acquis les droits de cette série, quel est on va dire ton cheminement, c'est-à-dire que j'imagine que tu as une phase de découverte où tu lis pour savoir si ça t'intéresse pas, comment tu juges la difficulté, enfin voilà, tous ces éléments avant même de te lancer dans le grand bain. Ouais, c'est ça. C'est vraiment conseillé de lire un maximum. S'il y a plusieurs tomes de dispo, à l'époque où on me propose la série, par exemple, j'essaye de m'avancer pour essayer de s'imprégner un peu de l'univers, de tout le vocabulaire, parce que des fois c'est des vocabulaires très techniques, quand c'est des univers de fiction comme ça, fantasy et tout, voir si déjà on arrive à bien comprendre et bien appréhender l'univers. Et aussi un truc qui est très important, savoir si on est sur la même longueur d'onde un peu avec le style de l'auteur. Comment l'auteur écrit en japonais, parce que ça, malheureusement, ça fait partie de la subjectivité des traducteurs. Et donc des fois, quelqu'un va écrire d'une manière qui va être très très fluide et facilement compréhensible pour nous, et d'autres fois, ça ne va pas être le cas du tout. Donc c'est vrai que c'est bien d'essayer de lire un peu à l'avance pour voir si on a une affinité particulière avec le titre. Des fois, on n'a juste pas le temps et puis on regarde le premier chapitre, on se dit « Oh ouais, ça a l'air trop bien !» et puis on accepte le titre et on le regrette sur des années. Pas de nom. Les gens savent. Voilà. Donc
Donc ça, voilà, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. Et donc, à partir du moment... Alors, je joue le candide naïf, je connais un peu les réponses, bien évidemment, mais... Le candide naïf didactique. Voilà, Voilà, on y est. Mais donc à partir du moment où effectivement tu as lu la série qui t'est proposée et où tu l'as acceptée, est-ce qu'il y a des éléments qui sont, je dirais, des contraintes que tu sais devoir appliquer? Est-ce qu'on va dire tu es totalement libre dans ton choix de traduction? Est-ce que ça dépend même ne serait-ce que des éditeurs? Comment, enfin voilà, Ça dépend des éditeurs. Chez Glénat, franchement, je suis assez libre. D'accord. Il n'y a pas énormément de réécriture derrière moi. Il y a une charte, évidemment. Chaque éditeur a sa charte à appliquer au niveau, soit du niveau de langage. Par exemple, je traduis beaucoup de shonen. Donc le shonen, on ne peut pas se permettre d'être hyper grossier dedans. Les vulgarités, souvent, on dit baisser un peu d'un ton, même parfois par rapport au japonais, parce que c'est le public cible, on va éviter de leur mettre trop de... Ils parlent déjà avec beaucoup de gros mots, ne leur rajoutons pas. Oh, mais le français est assez riche pour trouver du vocabulaire fleuri sans avoir... C'est-à-dire que par exemple un XO, on peut pas le traduire merde selon l'éditeur qui préférerait peut-être... Voilà, après, dans certains cas, ça dépend du contexte. Des fois ça va être merde, des fois dans la bouche d'un autre personnage, un XO en japonais ne va pas pouvoir être traduit... Fichtre Mais ça peut. Voilà, c'est ça selon peut. Le personnage. Donc ça va être le travail de, encore une fois, bien connaître les personnages, bien connaître la série et décider des niveaux de langage pour chacun, parce que le japonais peut être un peu plat à ce niveau-là, et le français va avoir plus de nuances. D'accord. Ok. Du coup, je vais rebondir un peu sur Dr Stone et puis après on développera avec Altair, ce dont je t'avais parlé tout à l'heure, parce qu'à la base c'est quand même une question. Donc, sinon, bien sûr, oui, la réponse pour Dr Stone, donc, le 10 milliards sur 300. Alors effectivement, d'un point de vue extérieur, le premier réflexe serait de dire mais la traductrice est nulle, elle a confondu 10 milliards et 300, comment est-ce qu'on a pu se tromper? En fait, le raisonnement était beaucoup plus global. C'est-à-dire que l'idée c'était de trouver une formulation qui permette de rendre compte que Senku était extrêmement motivé. Donc ça forcément il fallait pas juste 100% ou 200%, il fallait genre du 300%. Et la deuxième, c'est qu'en fait, c'est une question purement, je dirais, pragmatique de place dans la bulle. C'est que le 10 milliards ou 10 milliards... C'est un kanji en japonais. Voilà, en japonais, c'est un kanji, alors qu'en français, c'est beaucoup plus de lettres. Et donc, si on avait gardé ce 10 milliards, 2 milliards, ou je ne sais plus combien à chaque fois, on aurait été obligé de mettre des bulles extrêmement petites, parce qu'on n'avait juste pas la place physique de mettre les éléments. Et donc après, pourquoi est-ce qu'on est parti sur 300%? Parce qu'on aurait pu être sur du 10 000%, par exemple, sans forcément être sur 18 milliards. On est parti sur du 300% parce qu'il y avait une sorte de musicalité qu'on a en japonais sur le terme. Et on s'était dit que 300%, on gardait l'idée du 100%. On avait le 300 qui était effectivement plus grand et qui permettait justement de conserver à la fois la notion du je suis surmotivé et donc on va y aller à fond, tout en gardant la place et en gardant effectivement cette musicalité qu'on a en japonais. J'ai cru qu'il allait nous dire un truc du genre, et puis en plus le 3, le rapport avec Pi, parfait. Mais non, on n'a pas poussé raisonnement jusqu'à là. Mais effectivement, pour le coup, là, c'est un choix de traduction où on a préféré privilégier, donc en discutant avec la traductrice, avec toute l'équipe éditoriale, où on a effectivement privilégié, on va dire, l'intention de l'auteur qui était de vouloir rendre ce chiffre important et pas simplement une transcription littérale. Voilà. Il faut trouver une correspondance qui va passer naturellement en français. Et parfois, pour ça, il faut s'éloigner du japonais et ne pas coller mot à mot. Et c'est la difficulté, je trouve, quand on est justement traducteur, parce que, ayant fait des études de japonais, je replace le contexte aussi, j'ai fait ce qu'on appelle de la version, donc c'est de la traduction. Et moi, je sais que même de mes grosses difficultés, c'est réussir à me détacher du texte original, et c'est d'une difficulté incroyable. C'est normal, tous les traducteurs débutants collent beaucoup au texte japonais. Moi, la première, vous reprenez mes premières trades, Raif par exemple. Ça va être très littéral. Qui sont toujours disponibles dans les librairies et tout. Et parce qu'on a peur au début, on va se dire l'éditeur va croire que j'ai pas compris la phrase si je m'écarte vraiment du texte japonais. Alors que non, le processus, c'est encore une fois, on est le porte-parole de l'auteur japonais, donc on prend ce que l'auteur a voulu dire et on essaie de trouver un équivalent en français de la même idée, mais pas avec les mêmes mots. Parfois, il faut vraiment aller chercher très loin pour
pour que l'expérience de lecture pour les lecteurs français soit vraiment similaire à Oui, parce qu'en l'expérience fait, des quand on lecteurs traduit japonais. les mangas, c'est pour le plus grand nombre. Exactement. C'est pas pour les Bah, étudiants de japonais. C'est ça. Et moi, franchement, mes premières traductions, je laissais des tas de mots en japonais parce que je me disais, mais oui, mais non, mais c'est comme ça. Et non, au début, on n'a pas suffisamment de recul sur le japonais. Et après, petit à petit, oui, on apprend à traduire pour le grand public et à se mettre à la place de ceux qui ne parlent pas japonais. Puis il y a aussi, je pense, alors tu m'arrêtes si je me trompe là, mais moi, alors j'ai pas fait d'études de japonais, hein, mais j'ai fait effectivement, j'ai fait une classe prépa littéraire où on faisait du coup des versions et des thèmes en anglais et de la traduction universitaire, où du coup notre professeur était particulièrement exigeant. Et en fait, un des premiers réflexes, c'était de dire, je traduis, je suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais le professeur, il comprendra bien. Et justement en disant bon, la phrase elle est un peu bancale mais je pense que c'est bon, alors que dans les faits justement c'est absolument pas ce qu'attend un lecteur. C'est-à-dire qu'un lecteur il n'est pas là pour rectifier ou corriger un travail qui a été fourni, il est là pour passer un bon moment. Donc il est là pour avoir une traduction qui est fluide, et c'est pour ça qu'effectivement le travail d'un traducteur, d'une traductrice et d'une équipe éditoriale, c'est de faire en sorte de proposer une version qui soit, je dirais, la plus entre guillemets raffinée possible. Nous, je sais par exemple chez Glénat, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette lecture soit la plus divertissante possible, et pour ça que cette lecture soit la plus fluide. La lecture, elle doit être fluide parce qu'à partir du moment où justement on bute sur des mots, on bute sur des problèmes de maquette, on bute sur des notes de traduction, etc., on considère qu'en fait ça fait des petites pierres sur lesquelles la lecture peut achoper et finalement le lecteur ou la lectrice s'arrêter, alors qu'à la base, s'il a choisi un manga, c'est justement pour le lire complètement. Et c'est justement pour ça qu'on discute très en amont sur les choix de traduction avec les traducteurs et les traductrices, pour justement s'assurer bien évidemment d'avoir une cohérence au sein de l'ensemble et d'avoir aussi cette fluidité. Tu voulais justement faire un rapport avec Altaïr. Oui, je voulais rebondir sur Altaïr, sur la question des choix de traduction. Qui est Altaïr? Alors Altaïr, c'est un de mes mangas préférés aussi à titre personnel, comme Moi je dis, c'est aussi. Game of Thrones mais en Turquie. Donc franchement, lisez-le. Voilà. J'ai juste pas encore commencé, mais Voilà. Il faut. Et enfin en BG Turquie, partout, c'est génial. avec beaucoup de guillemets. Et ça se passe effectivement dans un univers un peu fictif. Et en fait, je voulais rebondir sur Altaïr parce que c'est un des titres historiquement où en fait l'éditeur japonais est venu vers nous pour justement nous demander quels avaient été nos choix de traduction. Non pas qu'ils étaient remis en cause, mais justement comme ils trouvaient que c'était un univers fictif totalement différent de ce dont ils avaient l'habitude, ils voulaient savoir comment est-ce qu'on avait pu le travailler. Donc du coup, je vais laisser Fétois l'expliquer. Mais Altaïr, c'est génial, parce que donc, voilà, le pays de base où se situe l'action, c'est une Turquie imaginaire, sauf que le héros, Mahmoud, il va aller faire tout le tour du continent pour rallier des pays à sa cause, pour pouvoir... combattre une sorte de l'empire du Baltrain, donc une sorte d'empire franco-germanique fictif, encore une fois. Et donc on va avoir tous les pays qui vont être représentés. Donc il va aller à Phénicia, ça va être la Grèce, et il va aller à Venedig, c'est Venise et tout ça. Et à chaque fois, les noms des personnages sont à consonance des pays en question. Donc, heureusement que j'ai appris une dizaine de langues dans ma vie, parce que ça m'a aidé. Après, je me suis mise au turc exprès pour Altaïr. Hein. Ah ouais, carrément. Bah ouais, parce qu'au bout d'un moment, au niveau du lexique, je pataugeais tellement, je me suis dit, non, allez, hop, on fait un petit peu de turc, ça va aider. Ça va pas faire mal. Ça a beaucoup aidé, effectivement. Ouais. Il y a que le hongrois qui me manquait. J'étais dégoûtée parce que je suis d'origine hongroise en plus. C'est vrai. Ouais. Et ça, c'est la seule langue où vraiment j'ai pas assez bossé dessus. Mais oui, retrouver les origines. Je me souviens d'une page entière où il me semble que c'était à Venedig, donc que des mots à consonance italienne, et donc il fallait retrouver les mots, parce que ça venait de vrais mots écrits en katakana, donc les symboles syllabaires pour transcrire les mots d'origine étrangère, donc en phonétique. Et je me souviens, je répétais 20 fois les mots comme ça à voix haute pour dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et retrouver la difficulté, parce que des fois, quand les trucs qu'ils ont choisis, tu dis pourquoi, alors que ça sonnerait mieux avec un autre katakana. Oui. C'est fou. Donc c'est
très très particulier. Et puis il y avait des choix à faire sur est-ce que je me souviens d'un personnage qui s'appelait Niképhoros, donc est-ce que je laisse Niképhoros, est-ce que je mets Nicéphore. C'est vrai que j'ai bien aimé le fait d'adapter, parce que comme c'est des noms grecs anciens qui ont leur équivalent en français, bah, je trouvais que c'était plus fluide au niveau de la lecture. Mais ça c'est pareil, c'est un choix très personnel où j'ai dû trancher, mais bon, voilà. Et pareil pour à peu près tous les personnages où et je me souviens même avec Satoko, on s'était pris la tête sur parce que des fois, alors c'était pas pour les personnages, c'était pour les villes. On avait un kanji, donc un idéogramme, avec la transcription en katakana à côté. Et là, en l'occurrence, il n'y avait aucun rapport entre la transcription et le kanji en question. Et c'était censé être un mot français. Le kanji, c'était une vrille. Et le phonétique, c'était marusen. Et entre vrille et marusen, je n'arrivais pas du tout à trouver un lien. Et c'est Satoko qui a fini par me dire, ça doit être malsaine en français, dans le terme de malsain, parce que la vrille, c'est quelque chose de tordu, donc qui peut être malsain aussi. Je veux dire, comme ça parle. Casse-tête chinois. Mon Dieu. Ouais, mais cette série est d'une richesse fabuleuse, justement pour tout ça et pour tout le scénario qui est à côté. Et je suis vraiment ravie de travailler dessus, même s'il n'y a qu'un seul volume par an, et malgré le casse-tête que c'est à chaque fois. Mais justement, genre, imaginons, fiction, tu es prof de traduction dans une fac. Tu donnerais du Altaïr en mode aujourd'hui vous allez me faire la page 42 à 43. Ce serait faut que je la rende la semaine prochaine. Vraiment pas sympa. Les techniques, les plans, il est didactique. Bah oui, comme toujours. C'est exactement ça. Non, mais je me disais, vu la richesse justement qui compose le contenu, ça peut être super intéressant, je pense, quand tu t'entraînes, quand tu apprends. Mais là, pour Altaïr, c'est non seulement il faut être passionné de japonais, mais de toutes les autres langues à côté. Hein, donc il faut faire linguistique aussi en même temps. C'est trop bien. C'est trop bien, mais c'est l'horreur. Alors justement, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question, c'était Philippe Gronf, alors du coup qui lui parle en prenant l'exemple des traducteurs de Masamune Shirow, parce que il sait que ça a été très compliqué de pouvoir retransposer le vocabulaire technico-cyberpunk, et du coup il voulait savoir s'il y avait des auteurs ou des artistes en tout cas, genre on redoute de devoir les traduire. Ah, Masamune Shirow, oui. Voilà. Ah oui, moi très clairement... Je n'aurais pas accepté, parce qu'en plus c'est très scientifique, encore une fois, non, c'est pas du tout mon domaine, personnellement. Voilà, ou des auteurs qui vous imposent, qui vont vous imposer des challenges. Des auteurs un auteur, ce sera un challenge de le faire, parce que ça sort peut-être de ta zone de confort, mais c'est pas du niveau Masamune Shirow, tu vois, mais un artiste où tu te dis, c'est vrai que là, ces univers en tout cas, là comme ça. Bah, je vais pas forcément raisonner par auteur, mais oui, plutôt en termes d'univers. Voilà. Par sujet, j'imagine. Par sujet. J'aime pas beaucoup traduire le sport. C'est pas. Mais oui, c'est vrai ça. Voilà, des contextes qui me. Je m'en sors pas bien du tout. Hein. On se souvient de Captain Tsubasa. Donc, ouais, mais bon, ça veut pas dire que tu es fermé totalement. Un de mes auteurs préférés, Nakaba Suzuki, a fait beaucoup de mangas sur le sport. C'est vrai. C'est pas pour ça que je vais refuser de traduire du Nakaba Suzuki. Au contraire. C'est un challenge. Voilà, c'est ça le challenge. Mais oui, c'est vrai. Bah, en fait, ça se passe beaucoup par affinité, mine de rien. Même si, voilà, théoriquement, on peut tout traduire, bah, c'est quand même plus facile et agréable de traduire des sujets qui nous plaisent. C'est pour ça que je fais beaucoup de fantasy, beaucoup de shonen baston, parce que c'est ce que j'aime. Ton domaine de prédilection. Tout simplement. Voilà. Je me permets de dire aux gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder quand même sous le coude. Vous l'écrivez, vous la copiez-collez dans un bloc-notes. Ce serait cool de pouvoir les réunir un petit peu vers la fin du live. Et on va donner quand même peut-être un peu plus la priorité aux gens qui ont fait l'effort en amont d'aller sur le formulaire et de remplir une petite question. Du coup, on va continuer avec les questions du formulaire. Et puis du coup, après, une fois qu'on les aura toutes faites,
Normalement, il restera du temps. Je vous promets, il restera du temps. Du coup, on s'occupera des questions que vous avez envie de nous poser sur le chat. Donc, gardez-les de côté, d'accord? On fait comme ça. La prochaine question, d'ailleurs, qui nous vient du formulaire, concerne Dragon Ball. Ah, très bien. Et c'est des questions qui sont simples ou compliquées. Chichi, pardon. Je commence à prononcer les trucs en... Papa. Chichi a une formule bien à elle pour parler de Son Goku. Elle dit le Goku. Le Goku. À quoi cela correspond en japonais? Alors, en japonais, Shishi appelle Goku Goku-sa. Ça, c'est un dérivé de San, que vous connaissez sûrement, voilà, qui est souvent traduit par monsieur, madame, mademoiselle, même si c'est beaucoup plus vaste que ça, le San. Donc c'est un suffixe de politesse. On peut se demander pourquoi est-ce que Shishi appelle son mari Monsieur Goku, mais ça se passe pas comme ça en japonais, encore une fois. On peut mettre du sang pour son mari, sa femme, c'est juste pour prouver qu'on l'aime finalement, voilà, qu'on une marque de respect supplémentaire. Donc ce ça est un dérivé du sang et c'est un dérivé très campagnard. Je me souviens que j'étais allée voir ma prof, j'étais encore en train de faire des études de japonais à l'époque et je ne savais pas à quoi correspondait ce ça. Je suis allée voir une prof à la fac et qui m'a expliqué, bah oui, voilà, c'est ça, c'est une marque de respect, mais avec un patois paysan. Donc, quand on a travaillé sur la Perfect avec l'équipe de chez Glénat, parce que pour la première version, j'avais gardé les suffixes. Pour la Perfect, on a supprimé les suffixes, encore une fois, tout refait à neuf. Pour s'adresser à un plus grand public. Voilà. Et je me suis dit, comment on va faire pour donner ce petit côté un peu paysan? Et là, j'avais brainstormé avec mon mari, qui n'est pas du tout paysan, mais qui est bourguignon, hein. Et qui m'a dit, et pourquoi pas le Goku, comme dans les campagnes, on pourrait dire le Glaude, si vous avez vu la choupe au chou, par exemple. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est exactement la même nuance. Donc, ça fait bizarre, mais ça fait bizarre aussi en japonais. Donc voilà, le Goku, parce que Shishi parle comme une bouseuse. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris? Peut-être pas. La deuxième question, qui est directement adressée à Fédois. Hello Fédois. Encore des gens qui aiment bien mettre les formules partout. Actuellement, étudiant en LLCE japonais. Donc c'est une licence, j'ai oublié, mais c'est ce que j'ai en fait. Mais c'est LLCE japonais. J'ai plus ou moins en tête de me diriger vers un métier tel que le tien. Quels sont tes parcours scolaires et professionnels et as-tu éventuellement des conseils pour un aspirant traducteur? Alors moi je suis un imposteur parce que voilà, j'ai... Arrête de dire ça, t'as fait l'INALCO. J'ai fait l'INALCO, mais justement, j'ai fait que l'INALCO. Je suis allée à l'encontre des consignes des professeurs qui nous disaient ne faites pas que du japonais, ça va vous mener nulle part. C'est vrai qu'ils nous disent ça tout le temps à l'INALCO. Voilà, donc j'ai fait que du japonais. Et c'est un peu par chance, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, que je me suis retrouvée à faire de la traduction, mais je n'ai pas fait de cursus particulier pour la traduction. J'ai même pas fait l'option traduction pendant mon année de licence. À la place, j'ai fait chinois, coréen et langue ancienne, ce qui m'est très utile actuellement pour traduire. Mais je ne peux pas vous parler vraiment des parcours spécialisés pour la traduction parce que moi je n'en ai pas fait. J'ai appris la traduction sur le tas à force d'en faire et parce que voilà, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité. Le conseil que je donne la plupart du temps, quand on vient me voir pour dire qu'est-ce qu'il faut pour être traducteur de manga, je dis bon, effectivement, avoir un bon niveau de japonais, ça tombe sous le sens, mais j'ai envie de dire surtout avoir un bon niveau en français, parce que, comme disait Benoît tout à l'heure, le lecteur, il va lire le texte en français, ça va être vraiment ce qu'il va voir, il va pas pouvoir faire la comparaison, savoir si est-ce que c'est bien traduit ou pas, non, le résultat final va être en français, donc avoir un bon style, pouvoir écrire des dialogues de manière fluide, qui s'enchaînent bien, voilà, c'est ça qui va être agréable à lire au final. Et puis ne pas faire beaucoup de fautes d'orthographe parce que les éditeurs ils aiment pas trop. Ça peut être utile. Les fautes d'orthographe. T'imagines, tu traduis genre hyper bien, mais c'est tout en phonétique. Ouais, langage SMS. L'état de l'éditeur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, il faut qu'on le lise à l'oral. Voilà. Ah, je comprends ce qu'il dit, mais il faut que je lise pour l'entendre. Voilà. Parler d'abord. Non, mais voilà, moi j'ai un parcours, j'ai un cursus assez scolaire, donc j'ai fait 5 ans d'INALCO. Ensuite, maintenant, il y a beaucoup d'autres manières d'apprendre le japonais. Enfin voilà, il y a Marilou qui est dans le chat, qui est une excellente traductrice, qui a appris en regardant des animés. Hein. Donc quand on est motivé,
Donc, Voilà. elle a pas fait des études en plus après, elle a fait vraiment que des animés. Elle a commencé comme ça. Ah, elle a Et commencé puis comme après, ça. Elle est allée au Voilà. Japon. Ah oui, ah, il y avait déjà, on en avait parlé, on avait pris un petit chocolat chaud Oh, c'est quand charmant. on avait l'occasion de pouvoir sortir dehors et que j'avais un peu plus de temps. Et du coup, on avait parlé un petit peu de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des parcours tellement différents et des gens pas forcément moins compétents. C'est ça aussi la diversité du parcours de chacun C'est ça. qui peut apporter à chaque traduction en fait un petit peu, parce qu'il y a toujours un petit peu de soi hein, finalement dans Ah les bah, traductions il y a fatalement. beaucoup de soi, oui. Oui. C'est Fatalement, très mais du subjectif. coup, enfin, effectivement, ah, il y a Marilou qui s'exprime, elle dit j'ai aussi fait la licence à Ah, bah voilà. quand même, le diplôme de japonais de fou, je pense que c'est un premier point. Ouais, étape number one, au moins avoir un diplôme. Mais c'est vrai que Ou avoir pratiqué un peu. les éditeurs ne nous demandent pas, ou plus en tout cas, nos diplômes. On va passer des tests de traduction Ah ouais, directement pour évaluer notre niveau. Mais moi, ça fait très très longtemps qu'on m'a pas demandé, au fait, sors-nous ta Parce que maîtrise. c'est pas parce que ils disent ah mais c'est fait doigt. Alors, Non, mais Je sais pas, Alors, en fait, il y a différentes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, quand on a des personnes qui postulent en disant là, je voudrais être traducteur ou traductrice, notre premier réflexe est de déterminer quel est son niveau de connaissance en japonais. Et donc, ça peut passer par le diplôme, ça peut passer par quelqu'un qui a fait un séjour de plusieurs années au Japon, qui n'a pas forcément un diplôme, mais quand on a passé plusieurs années au Japon, on a le droit de considérer qu'on parle le japonais, etc. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on étudie. Après, comme dit Fédois, si le profil nous semble correspondre, on envoie, donc on fait passer des essais de traduction. Concernant Glénat, en fait, on fait passer des essais de traduction, alors sur peut-être une dizaine de pages à chaque fois, mais sur du shoujo, du shonen, du seinen, sur des pages choisies qui sont à la fois, on va dire, représentatives d'un genre et qui possèdent aussi des pièges de traduction, parce que justement, notre rôle en tant qu'éditeur, c'est justement de nous assurer que les traducteurs qui font ces essais, justement, voient ces pièges, parce que si l'essai est couronné de succès et qu'on leur confie un titre, en fait, on ne verra pas forcément les pièges dans lesquels ils tomberont. Donc, on a, on va dire, une sorte d'écrémage dès le départ avec une certaine difficulté, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand on fait passer les tests, on insiste sur le fait que partez du principe que c'est pas un test, c'est comme si vous deviez nous rendre vraiment une traduction qu'on va éditer. On veut en fait pas avoir à se projeter et à se dire bon peut-être que si fait ci ça marchera comme ça et à partir de là ensuite on juge et l'une des raisons pour lesquelles on fait passer des tests en shoujo, shonen, seinen c'est aussi pour rejoindre ce que disait Fédois, c'est qu'en fait il y a des sensibilités de traducteurs et par exemple on sait qu'on a des traducteurs qui peuvent être ou des traductrices qui peuvent être extrêmement compétents par exemple dans un genre, le shonen, mais qui dès qu'on leur fait traduire un shoujo un peu humoristique en fait n'arrivent pas pour des questions de tournure d'esprit ou de formulation à rendre l'humour du manga, donc ça veut pas dire qu'elles traduisent mal, ça veut juste dire qu'il y a certains mangas dont on sait que c'est pas leur tasse de thé, et donc ça nous permet aussi, nous, quand on acquiert des nouvelles séries, quand on veut travailler avec des nouveaux traducteurs et traductrices, de dire, bon ben voilà, j'ai cette série, je pense que ça pourrait t'intéresser, dis-moi oui ou non, etc. Donc il y a vraiment le but de ces essais, c'est vraiment de pouvoir juger à la fois de la capacité de traduction des candidats, et ensuite de pouvoir les orienter en fonction des titres qu'on aura à leur faire traduire. Alors du coup j'ai une question, c'est quelqu'un postule à Glénat, n'est pas pris. Oui. Il peut retenter. Non mais il est vilain. Mais qu'est-ce qu'il est vilain? Non mais non j'exagère effectivement. Quand j'ai entendu il pleure, je me suis dit, j'ai mal entendu. Pourquoi il dirait ça? Non, je voulais ça. Il peut retenter. Ou alors, pas vous le blacklistez, mais vous... Non, alors si quelqu'un n'est pas pris, évidemment qu'il peut retenter, mais il va pas retenter dans la semaine d'après, puisque forcément le ce serait perturbant. Voilà, ce serait perturbant. C'est-à-dire qu'en général, lorsque on fait nos réponses aux traducteurs qui ne sont pas pris, on leur explique les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été pris. Soit parce qu'il y a eu des oublis de traduction, soit parce que les contresens étaient trop forts, soit parce que globalement ça passait, mais c'était juste, ça passait globalement, donc on se dit, dès qu'il y a une difficulté, c'est un peu trop fébrile, fragile, pardon. Donc on indique justement aux candidats les points sur lesquels ils ont à choper, en leur disant de retravailler, et puis après, bien évidemment, ils continuent de travailler, et ensuite ils peuvent revenir vers nous en disant voilà, ça fait 1 an, 2 ans, j'ai fait d'autres essais, je me suis entraîné auprès d'autres structures, auprès d'amis, etc. Je voudrais repostuler. Et dans ces cas-là, effectivement, on réétudie. Bien évidemment, on ne leur donne pas les mêmes textes parce que ils ont comment on les a corrigés. Là je connais, là je sais c'est quoi le piège. Mais ça fait aussi partie des choses, parce que de la même manière que un traducteur ou une traductrice, quand il débute dans le métier, et forcément 10 ans après il a acquis une expérience, c'est pas parce qu'un candidat ou une candidate a échoué une première fois qu'elle ne peut pas postuler par la suite.
Non, mais c'est super d'avoir des retours comme ça parce que, C'est encore clair. une fois, c'est un métier très trop solitaire. bien. Hein. On est en face à face avec nos traductions. Moi, je me souviens, quand j'étais débutante, on travaillait ensemble chez Tonkam et Mhm. tout. Et puis, Satoko me faisait beaucoup de retours Mhm. aussi. Et j'ai eu vraiment cette chance-là Mhm. oui, d'avoir quelqu'un de bilingue français-japonais qui me disait alors là, non, attention, t'as mis ci alors que Mhm. c'est ça. Et ça n'a pas de prix. Bah, et puis parce que la problématique aussi, c'est que si on fait pas de retour, les personnes ne pourront pas s'améliorer. Donc en fait, in fine, ne pourront pas à nouveau nous consulter pour être traducteur ou Mm. traductrice. Et comme on sait aussi que les traducteurs ou traductrices ont à un moment des plannings trop chargés ou d'autres désirs, c'est aussi dans notre intérêt de pouvoir justement nourrir cette relation avec les candidats pour se dire bon bah là on va avoir ou alors parce qu'on augmente la production on a besoin d'une nouvelle Mm. équipe de traducteurs donc hop on fait appel à des nouvelles personnes. Merci pour ce complément d'information. Alors là, normalement, on est censé passer sur un gros morceau, mais j'ai envie de me le réserver pour un peu après. Vas-y. Parce qu'il y a des questions un peu plus faciles avant. Je me dis c'est peut-être mieux de les faire passer tout de suite. Mhm. Il y a une question sur Sakamoto Days. Ah oui. Combien de temps a-t-il fallu pour traduire le premier volume? Est-ce qu'on peut le quantifier? Alors on peut quantifier le temps, je pense que du coup Feda tu pourras un peu plus Mhm. développer sur les différents titres. Grosso modo Sakamoto Days c'est un shonen classique, ça sans se presser, sans carburer, entre 2 et 3 semaines sur un délai très raisonnable. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les traducteurs avec lesquels on travaille, certains sont effectivement comme Fédois, traducteurs ou traductrices à temps plein, donc Mm. ils ne font que ça et peuvent justement... voilà. Et puis on en a d'autres qui en fait ont une activité à côté et qui du coup se disent bah moi je traduis que le soir et le week-end. Bon bah quand on traduit que Ah le soir et le oui, week-end, du coup, forcément. on a forcément moins de temps. Mais sur Sakamoto, on est à peu près sur un rythme de 15 jours. Mais je pense que Fédois, avec tout ce qu'elle traduit... Par qui d'ailleurs? Karine. D'accord. Encore, Qui ça? Karine Rupstanko. Karine Rupstanko, qui est la traductrice de Dr Stone. Ah, la fameuse. Voilà. Elle traduit bien. Comme ça, d'un coup, ça sort comme ça. Ah, donc après, effectivement, toi, je pense que Oui, t'as des... oui, bah encore une doivent fois, conseiller. ça dépend du genre, si le texte est compliqué, s'il y a beaucoup de texte ou pas. Moi, je tourne à peu près sur 3-4 jours pour une traduction. Ne faites pas comme moi, parce que c'est beaucoup trop épuisant. D'ailleurs, j'essaye de plus en plus de me ménager parce que je prends de l'âge et c'est vraiment très compliqué. De garder un rythme pareil, mais en parlant avec des collègues et tout, visiblement une semaine pour la traduction d'un tome, Ça c'est s'envisage. c'est Oui. ce qui est C'est un, voilà, c'est un assez délai courant. classique, Oui. effectivement. C'est juste qu'en fait, C'est une moyenne, quoi. lorsqu'on établit les plannings avec nos différents traducteurs, Ouais. forcément, nous, on se dit, bah voilà, mon traducteur ou ma traductrice, il va faire cette série-là, donc il m'aurait rendu à telle date, telle date, telle date, telle date. Puis le traducteur et la traductrice ne travaille pas que pour Glénat, il C'est travaille ça. aussi pour d'autres éditeurs. Et donc, du coup, il va dire, bah, je préfère plutôt à ce moment-là, plutôt ce moment-là. Et donc, en fait, il y a une sorte de domino ou d'échange en mode, Ah, le bon, bah, Tetris. voilà, de Tetris, en mode, bon, On alors, s'envoie des voilà. mails. Alors là, je peux pas là. Est-ce que je peux Voilà. ici et tout. voilà, Terrible. Fédois est la seule traductrice qui me donne des dates de rendu en milieu de semaine. selon les titres, on fait, si, je peux te le rendre Ouais. mercredi. Bon, je dirais, je partais sur lundi, mais le mercredi, ça va. Comme quoi. Mais après, mon Fédois est un cas particulier, Oui, oui, hein, bien puisque sûr. comme elle est là depuis très longtemps et qu'elle fait ça à plein temps, Oui. c'est vrai que ça va être un J'essaye petit de peu... passer à mi-temps. Ouais, doucement, doucement. Doucement. Et sur un Ranma, par exemple, donc un gros morceau qui fait 350 Ouais. pages, Ouh. t'étais sur quoi en termes de volume de traduction? 2 semaines? 2 semaines, une Non, nuit? un peu moins. peu moins. J'étais sur 7 jours à peu près. D'accord. 7 jours, ouais, je compte pas les week-ends. Oui, parce bien que, sûr. encore une fois. J'adore comment on lui fait un manga normal, 3-4 jours, un double, on peut avoir une Sept. semaine, allez. Encore une Wow. fois, ne faites pas ça chez Voilà. vous. Je suis malade très Voilà. souvent. C'est terrible. Alors, on pense pas à la santé des traducteurs, on pense plus à la santé des mangaka qui eux aussi sont épuisés physiquement parce Alors, que, voilà, mine de on rien, a- ça, et du coup, tu Alors connais moi les je deux. cumule, voilà. Je cumule, c'est parfait. Donc Très c'est bien, vous tu dire à cumules. quel je J'ai suis l'impression qu'il y a une de serpillière. plus en plus de cas récemment où on voit les mangakas s'exprimer sur leurs états de santé, mais de plus en plus. Je Ouais. pense que ça a toujours existé, mais Ça a ils toujours n'en parlaient existé. pas. Oui, oui. Ou pas autant, ou en tout cas les gens n'en prenaient pas autant conscience, et j'ai l'impression que vraiment aujourd'hui on a ah oui bah machin il a le dos pété, truc c'est le poignet, il s'arrête pendant une semaine, Oui, oui, oui. enfin, Donc ça, vraiment. ça a toujours existé et c'est bien si maintenant ce n'est plus considéré comme un aveu de faiblesse, quoi. C'est juste, ce Comme sont un des tabou. êtres humains. Bah, d'ailleurs il y a un livre, c'est pas édité ici mais qui s'appelle c'est La vie tranquille de Chiba.
où en fait on le voit, c'est un espèce d'autobiographie où en fait on le voit Chiba avec plein d'autres mangaka en fait de son époque, tu vois. C'est les grands noms d'il y a 40 ans, Oui. mais du coup c'est incroyable, c'est la clique de fou, et Ah, on les génial. voit, et on les voit vieillir, et puis en fait Chiba c'est un des rares mangaka apparemment qui a essayé beaucoup de se préserver parce qu'il avait eu des problèmes de santé, Ah et oui. du coup il a pris des décisions, il avait dit bah non, Mm. maintenant je ne bosse plus la nuit par exemple. Bah oui. Et il y a plein d'autres Là, on est mangaka qui obligé, disaient au bout d'un ah moment. gars vas-y tu bosses pas la nuit, Mm. tu perds du temps, et ben en fait Ah il est ouais. mort jeune. Voilà, il est mort jeune, le gars qui lui a dit ça. Mm. Donc, je me dis, voilà, il y a une prise de conscience sur la santé des mangaka, mais du coup, prenons également conscience de la santé des traducteurs. Voilà, c'est compliqué aussi. On va partir un petit peu sur du Tokyo Revengers. Je vous dis, le gros morceau, on le garde pour après, hein, rassurez-vous. Tokyo Revengers, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est 2 générations au lieu de 2 ans de plus que... Attendez. Ah, tu comprends pas la question, voilà. Alors attends, la question est il y a Elle est un peu- elle est on un peu complète. forte, Il y a en effet, je vois difficilement les membres du Thoman aller se battre contre des personnes qui ont 2 générations de plus qu'eux, mais peut-être que j'ai mal compris. Merci pour vos lumières. Alors, il faut savoir donc, que Tokyo Revengers, c'est un manga où on a donc des clans de Bosozoku qui s'affrontent. Ouais. Et en fait, en fonction de l'âge, ils appartiennent à des générations. Et donc, on a de la même manière qu'on aurait par exemple la génération 84, génération 85, génération 86, qui est liée on va dire, D'accord. à l'année de naissance. Du coup, on parle de génération, mais du coup, c'est un terme de génération synonyme de année ou millésime si on était dans du vin. Et pas génération, les plus de 60 ans, les Ouais. plus de 40, les plus de 20. J'aurais adoré millésime de Tokyo Revengers. Ça donne un petit cachet. J'aurais kiffé. Voilà, J'aurais donc c'est kiffé. voilà, donc c'est pour ça qu'en fait le terme effectivement c'était D'accord. un terme de génération, mais qu'il faut pas prendre, on va dire, de manière On va pas se battre contre les grands-parents. oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment simplement que, en plus, comme on a dans des scènes de flashback qui révèlent justement le passé de certains du clan du Tokyo Manjikai avant, avec les différentes luttes de pouvoir, c'est pour ça qu'effectivement on a ce terme de génération qui intervient, mais qui est pour le coup sur des délais plus courts, et c'est pour ça que en lisant 2 générations, si on pense des grands-parents, on se dit mais non, je comprends pas, ils ont pas une canne, ils sont pas en fauteuil roulant. C'est juste, non, c'est effectivement 2 ans de plus, mais c'est pour rester cohérent avec la série. Alors c'est fou parce que moi je lis Tokyo Revengers et j'avais pas forcément été gênée par ce choix-là. Peut-être qu'il m'avait surprise, mais il m'a vraiment pas gênée parce que je me suis pas arrêtée dessus, tu vois. J'ai continué ma lecture tranquillement parce que j'avais compris ce que ça voulait dire en fait. Donc le fait que la question soit posée, je me dis ah bon. Mais c'est normal, voilà, on est là pour répondre aux on en questions. revient effectivement à la subjectivité du traducteur ou de la Ah oui, traductrice, aussi. qui est que effectivement, que ce soit le traducteur ou la traductrice ou même l'édito, nous quand on l'a lu, on a compris, ça nous a paru naturel. Puis des fois, il y a des termes sur lesquels on bute, où on se dit, bon celui-ci il est un peu compliqué, donc on va le changer. Et des fois, ça, en fonction du lectorat, malgré toute la vigilance que chacun et chacune peut avoir, on peut avoir quelques incompréhensions. Alors il y a une autre question qui concerne cette fois le tome 2 de Tokyo Revengers, c'est très précis. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi le titre de Osanaï est 8e chef du clan Moebius au lieu de chef de la 8e génération de Moebius, et pourquoi un même nom a été traduit de façon différente? Merci beaucoup. Voilà. Alors en fait, là très clairement, donc on vous a montré, on vous expliquait que le principe de traduction c'était des échanges de personnes avec une volonté de traduire au mieux en fonction des connaissances, et pour être tout à fait honnête sur ce tome 2 en fait, il y a eu des erreurs de traduction qu'on a fait rectifier sur les réimpressions, et donc effectivement la personne qui a acheté un tome 2 première édition a ces problèmes. Le problème n'est plus présent sur les autres tomes, et en fait c'est justement à partir de ce tome 2 qu'on a pris conscience encore plus qu'à l'accoutumée je dirais du besoin d'avoir des garde-fous supplémentaires. Et le tome 1 avait été relu par une personne bilingue japonaise parce que c'était un tome 1. Le tome 2, pour une raison quelconque, ne l'avait pas été, mais à partir du tome 3, du coup, on a remis en place cette relecture par une personne bilingue. En parallèle, on est bien évidemment toute l'équipe édito extrêmement vigilant parce que avec des histoires de voyage dans le temps, si on se plante dans la chronologie, c'est pas forcément l'idéal. Oui, faut faire attention. Donc voilà, donc on a eu il y a eu des erreurs, et c'est aussi on reconnaît quand il y a des erreurs, et justement lorsque les lecteurs et les lectrices nous remontent, notamment via le community manager, des erreurs, on les vérifie. Et si effectivement elles sont avérées, on demande directement à faire changer la correction lors de la réimpression, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on conserve une erreur alors que c'en est une. Du coup, a priori, là sur le tome 2, alors où est-ce que tu es? Ah, tu es ici. On part chercher en direct. Ah, par contre, je sais pas si c'est la première édition. On est... tac. Parce que du coup, effectivement, c'est la possibilité, c'est de pouvoir faire des corrections sur les réimpressions.
Évidemment, sur internet, en numérique, la correction, elle est tout de suite. Elle est tout de suite. Ah bah j'arriverai pas à trouver, attendez, il faudrait que je me balade vraiment beaucoup. Ah, attendez, peut-être que c'est par là. Takemichu, c'est pas lui, évidemment. Ouais, et effectivement, des personnages étaient appelés donc en japonais, portaient le même nom, et quand on avait lu, ils portaient deux noms différents, parce que c'est voilà, et on n'avait pas tilté. Donc là, pareil, on l'a rectifié sur les réimpressions. J'essaye de trouver pour vous, mais comme j'ai pas pensé à mettre un marque-page dedans, je pense que je vais perdre trop de temps et je suis déjà au bout du bouquin. Je pense j'ai dû le passer, mais du coup, n'hésitez pas à aller vérifier, bien entendu, dans des librairies. Vous pouvez, je pense quand même avoir la possibilité de prendre un tome 2, feuilleter, aller vérifier, bien entendu, parce que, en fait, c'est possible, hein, tant qu'il n'y a pas de rupture de stock sur du Tokyo Revengers. Hein, normalement, on n'est plus trop dans cette période qui a duré longtemps, mine de rien. Hein, les ruptures de stock, c'était un petit peu fou. On a quelques questions un peu génériques. Bonjour, je me demandais pour quelle raison la qualité de l'image des scans était changeante en fonction de si on lit sur Manga Plus ou sur Glénat Manga Max, et même par rapport aux autres éditeurs anglais, espagnols, etc. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas compris ça. Alors ça, c'est une notion... alors, effectivement, on a deux sites, Glénat Manga Max, sur lequel vous pouvez effectivement retrouver la totalité de nos titres en simultrade, plus les premiers chapitres en lecture gratuite. Et vous avez aussi Manga Plus. Les fichiers qui sont fournis à Manga Plus ne sont pas les mêmes que les fichiers qui sont fournis sur Glénat Manga Max. Tout simplement. Parce que ce n'est pas la même interface, ce n'est pas le même logiciel, ce ne sont pas les mêmes exigences en termes de fichiers. Donc, même si l'image est la même, dans un cas, je schématise, vous avez des JPEG, et dans l'autre, vous avez des PDF. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir effectivement une différence entre la version Manga Max et la version Glénat Manga Max, pardon, et la version Manga Plus. C'est juste que les formats de fichiers ne sont pas les mêmes, et donc, du coup, en fonction des navigateurs, peut y avoir des différences. D'accord, alors ce qui est très surprenant, c'est que du coup, la personne qui pose la question semble dire qu'il y a... Ah oui, non, du coup, c'est logique qu'il y ait une différence dans les langues également. Puisque du coup, c'est vous qui fournissez... Nous, on fournit la version française, d'accord. Mais on ne fournit pas la version espagnole, ni la version italienne. Et du coup, je me posais la question, enfin, du coup, ça répond à une question que je m'étais posée il y a longtemps sur l'application. C'était, ils ont genre un fichier et c'est un truc automatique qui change juste les contenus des bulles. Mais du coup, non. Non, c'est en fait, on a les fichiers et on refournit des fichiers complets. Oui, et vous redonnez tout l'intégralité. Du coup, j'imagine que pour toutes les langues, c'est pareil. Voilà. Donc, peut-être qu'il va y avoir peut-être qu'il y a des paramètres des pages qui vont être un peu plus blanches, d'autres un peu moins blanches, peut-être un peu plus floues, un peu plus nettes, selon les langues. Mais donc, d'accord, c'est vraiment chacun. Très bien. Comment réagissez-vous face aux tonnes ça fait un bon trailer pour le... Quel talent, j'ai un talent fou. Comment réagissez-vous face aux tonnes de propos pas très sympas envers votre travail? Est-ce que vous vous sentez bien psychologiquement malgré les nombreuses menaces envers vous à cause de votre travail? Toujours le travail. Ouais. Alors j'imagine qu'il y en a. Alors, ce qu'on sait d'une manière générale, c'est qu'effectivement, pour les titres publiés, notamment en simultrade et pour l'essentiel des titres des catalogues manga, on dispose d'une communauté qui est extrêmement active, qui est extrêmement fan et qui a une vision de la manière dont une série doit être traduite. Comme j'expliquais tout à l'heure, on va dire, des règles sur comment traduire des séries. Alors déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une traduction, c'est pas un tout homogène avec des règles absolues où il suffit de mettre du texte japonais d'un côté et ensuite vous avez du texte français. Prenez un exemple tout simple, traduisez un manga dans Google Trad et on en reparle. Faites-le traduire par deux traducteurs différents. Ou faites-le traduire par deux traducteurs différents, ce sera deux traductions différentes. Donc déjà, il faut garder à l'esprit qu'effectivement, il y a cet ensemble qui est un petit peu mouvant. Après, les règles que nous fixons en tant qu'éditeurs, et bien évidemment qu'on transmet aux traducteurs, c'est donc, je disais dans un premier temps, il y a la question de la fluidité parce qu'il y a une expérience de lecture recherchée par le lectorat. Il y a aussi, surtout très important, une question de fidélité à l'auteur, c'est-à-dire que dans les contrats que nous signons avec les éditeurs japonais, il est marqué noir sur blanc que nous devons traduire fidèlement. Et traduire fidèlement, ça veut dire respecter l'œuvre de l'auteur. Respecter l'œuvre de l'auteur, des fois, bien évidemment, ça peut aller à contre-courant des attentes du lectorat. Le lectorat pourrait considérer que tel terme doit être traduit de telle manière. Nous et les traducteurs, sur des points, justement, on en discute. Et comme la question, vraiment, c'est la fidélité aux propos de l'auteur, ça constitue vraiment notre boussole avec la fluidité de lecture. Donc après, on peut tout à fait comprendre qu'on ait des personnes qui ne sont pas forcément satisfaites de certains choix de traduction, parce que, comme on l'a dit,
une traduction, c'est un choix. Je rappelle qu'il y a une formule italienne qui veut dire traduttore, traditore. Donc le traducteur est un traître, et le simple fait que je la traduise, déjà, vous perdez le jeu de mots que vous avez en italien. Oui. Donc on a effectivement ces règles, et on conçoit que certaines personnes je dirais, ne les aient pas en tête. Après, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que nous, en tant qu'éditeurs, notre rôle est de publier une série pour qu'elle puisse satisfaire le plus grand nombre et être lue par le plus grand nombre. Et donc pour ça, justement, on garde vraiment cette notion de fluidité et le respect de l'auteur comme boussole. Merci pour cette réponse détaillée qui nous permet effectivement d'arriver sur le gros morceau. Le gros morceau, puisque évidemment, une des licences les plus populaires au sein de Glénat, c'est One Piece. Exactement. Et One Piece, il y a pas mal de questions. Donc on va se diriger dessus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le temps qu'il restera, on répondra aux questions sur le chat. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui continuent à poser des questions. Alors je vois que évidemment le compte de Glénat, ici, Monsieur Samir à côté, répond quand c'est rapide et qu'il suffit voilà, de poser quelques mots seulement pour pouvoir vous répondre. Mais gardez-les si vous avez des questions que seule notre équipe ici présente peut apporter comme réponse. Gardez-les de côté, on répondra sur le temps qui restera juste après. D'accord ? On est d'accord, les enfants, là, sur le chat, on est bon hein, j'attends les affirmatifs, oui. Oui, c'est vrai, je suis une experte de One Piece. Je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Totalement, alors le fruit du démon. Ok. Nous allons donc effectivement aborder les questions sur One Piece. La première, la voici. Pourquoi traduire certains noms en français comme katakuri, dents de chien, alors que d'autres non? Par exemple, oven, four, ou oden, pot-au-feu, ou même les numbers. Ceci était la première question. Voilà, donc là, effectivement, on a eu plusieurs questions sur... Et vous avez regroupé. Voilà, qu'on a regroupé parce que ça obéit à la même problématique. Et du coup, il fallait mettre un bonjour devant. Bonjour. J'aurais vu que... Oui, voilà, oui. Donc, j'aurais dû mettre 3 bonjours vu que j'ai regroupé 3 questions. Alors, on a abordé déjà en premier lieu la question de la fidélité du travail de l'auteur, la question de la fluidité. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans la question du respect du travail de l'auteur, se pose la question de la réception du lectorat francophone par rapport au lectorat japonais. Et dans le cadre de One Piece, notre position est, on va dire, assez simple, c'est qu'on souhaite, à notre mesure, hein, bien évidemment, on souhaite proposer au lectorat francophone le même type d'expérience de lecture que le lectorat japonais lorsqu'il découvre l'œuvre d'Eiichiro Oda. Ce que cela veut dire, c'est que, par exemple, on va traduire les termes en japonais, mais on va conserver les termes qui sont dans une autre langue. Parce que lorsqu'on est un lecteur japonais, on lit le japonais, et puis quand on voit un personnage qui s'appelle Senior Pink, on va pas traduire Senior Rose, parce que déjà en japonais, Senior Pink est l'étranger. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, de par le fait qu'on veut proposer au lectorat francophone la même compréhension, ou en tout cas une expérience similaire au lectorat japonais, il y a des termes japonais qu'on traduit, parce que justement, le lectorat japonais, lui, les comprend. Katakuri, qui a cristallisé depuis un temps ce choix de traduction. Totalement, c'est celui que j'ai vu depuis... Voilà. Ça, ouais. Katakuri a été traduit dans le chien parce que c'est la traduction de Katakuri, et en fait c'est une volonté d'Eiichiro Oda d'avoir donné un nom comique à ce personnage. C'est-à-dire que dans la famille de Big Mom, hein, donc tous ces enfants, ils ont tous des noms en rapport avec la nourriture, et celui-ci, un lectorat japonais, quand il lisait Katakuri, c'est comme si nous, on lisait, quand il lisait Charlotte Katakuri, c'est comme si nous, on lisait Charlotte Maïzena. Oui. Voilà. Et donc, on est d'accord que quand on lit Charlotte Maïzena, on se dit, mais c'est tout pourri comme nom. Alors que effectivement les personnes qui lisaient, on va dire, qui lisaient un petit peu One Piece en parallèle, ils lisaient Katakuri, elles se disaient « Ah, Katakuri, c'est trop classe comme nom, il faudrait garder Katakuri ». Sauf qu'en fait, ce n'était pas l'ambition initiale de l'auteur. C'est pas le ressenti du lectorat japonais. C'est pas le ressenti du lectorat japonais, c'est bonjour, je m'appelle Maïzena. Voilà. Donc la question, c'est effectivement, donc on a traduit pour transmettre cette émotion, cette intention de l'auteur. Et en fait, la problématique qui s'est passée, c'est que les gens s'attendaient à Katakuri parce qu'ils pensaient que c'était un terme classe, alors que non, ce n'est pas classe. Et qu'ils ont pensé que le personnage avait été traduit par dents de chien,
parce que effectivement c'est un personnage qui avait une grande bouche avec des dents très pointues. Mais en fait, il ne s'appelle pas dent de chien à cause de cette bouche, mais parce que dent de chien est la traduction de katakuri et c'est un aliment. Donc C'est il y a quoi eu... le dent de chien, vous C'est savez? une plante et en fait la fécule était tirée de cette plante-là à l'origine. C'est plus le cas maintenant, hein. Les fécules c'est soit du maïs, soit de la pomme de terre, mais il y a longtemps c'était tiré de cette plante-là qui s'appelle la dent de chien. Je savais même pas que ça existait. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que je trouve qu'avec dent de chien, on perd la référence immédiate à la fécule en français. Après, Ça aurait été dur de voilà. l'appeler patate. Ah, Maizen. voilà. Maizen, c'est pas mal, hein. On tient quelque chose. Voilà. Donc effectivement, il y avait ces éléments-là, et pour le coup, ça rentre véritablement dans la logique du respect de l'auteur. Et de la même manière que du coup, Oven, donc Charlotte Oven, bah, ça c'était un nom qui était connu. Il nous a pas paru pertinent parce que c'était pas un nom japonais. Par contre, vous allez me dire, bah, pourquoi Oden, alors que Oden, ça peut se traduire en japonais, etc. Pour cette partie-là, en fait, justement, on a essayé de se mettre justement à la fois à la place de l'auteur, à la place du lecteur, et puis aussi à la place de nos lecteurs. Et on a considéré que l'idée est que le pays des Wa, d'une manière générale, est une sorte de pays exotique pour Luffy et son équipage. Un pays, puisqu'ils ne sont pas natifs de ce pays-là, ils ne maîtrisent pas la langue, etc. Imaginaire. Voilà, c'est un Japon imaginaire. Et donc, s'agissant d'un Japon imaginaire, il nous paraissait illogique de traduire les noms, sachant que justement, pour le coup, ce sont des noms, voilà, sachant que ce sont des noms étrangers. Donc, on a effectivement des paramètres comme ça, et qu'effectivement, lorsqu'un nom japonais ne repose pas justement sur un sens particulier ou sur un jeu de mots, en général, on les laisse. Autre élément, parce que on a aussi eu des questions sur pourquoi vous traduisez Katakuri alors qu'il y a des noms en anglais, etc. Je veux dire, Barbe Noire, on l'a traduit Barbe Noire parce que le nom est en japonais, mais il y a des noms qui restent Edward Newgate, on l'a pas traduit en Edward Nouvelle Porte. Voilà, je force un petit peu le trait. Parce qu'en anglais ou dans une autre langue que le japonais, reste voilà. dans cette langue-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître assez étrange de se dire pourquoi est-ce que tel nom est traduit, pourquoi est-ce que tel nom ne l'est pas. Et c'est justement parce qu'on essaye de respecter cette intention de l'auteur, et des fois, donc on a effectivement des noms japonais, puis des fois on a aussi des noms français, ça dépend là encore, vraiment notre boussole, c'est de proposer le même type d'expérience que le lecteur japonais. C'est vraiment le point commun, je trouve, entre Eiichiro Oda et Akira Toriyama, d'avoir fait des personnages vraiment iconiques qui ont des noms ridicules en japonais, et ils transcendent le ridicule. Et c'est vraiment la force de ces deux séries. Ouais, et du coup, on perd ça avec Dragon Ball, parce que moi, je me suis pas permise d'aller dans l'adaptation, parce que on est encore à une autre étape. J'appelle ça Dragon Ball, les noms sont cultes, donc on n'y touche plus. Mais c'est vrai que si on voulait s'amuser à adapter et à traduire tous les noms dans Dragon Ball, ce serait très croustillant. Et c'est pas évident de réussir à trouver des combinaisons qui peuvent marcher dans toutes les langues. Je sais que par exemple, Pokémon, enfin les gens qui ont créé les noms des Pokémon, je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi. Après, bon, peut-être que sur les il y a 600 Pokémon aujourd'hui, 800, je sais plus, je suis perdue. Peut-être que sur les 800, ils sont pas tous aussi incroyables, mais je me rappelle qu'à la première génération, les 151 premiers. Mais c'était incroyable. Quand tu allais voir après en Japon, tu fais c'était ça. Ah, mais du coup, mais c'est hyper bien pensé. Et je trouve ça très fort. Le traducteur explique tous ses choix de traduction. C'est vrai. C'est génial. Faudrait que je te retrouve ça, mais je trouve ça fascinant, mais du coup, c'est pas du tout évident. Et en plus, je pense un des trucs les plus durs à traduire en vrai et à adapter, finalement, c'est l'humour. Oui. Parce que déjà, on n'a pas le même humour que le Japon. Et puis après, si tu commences à faire des jeux de mots, comme tu expliquais à l'instant, bonjour la complication. Donc ça doit être à chaque fois une espèce de casse-tête chinois. Heureusement que vous êtes plusieurs cerveaux du coup à Glénat, quand il y a du coup des cas comme cela. J'espère que ça a pu répondre à l'interrogation de pas mal de gens, en tout cas sur ces cas qui sont les plus vraiment partagés sur les réseaux sociaux en général. Dès que quelqu'un n'est pas content, il va dire Katakuri direct, c'est le premier mot. Du coup, je suis très contente d'avoir les explications également. Et il y a aussi un autre point aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la traduction, c'est une œuvre dynamique. Là, on est à plus de 100 tomes de One Piece, donc ça fait plus de 20 ans que la série est traduite. Et bien évidemment, au fur et à mesure, on affine nos règles en fonction des cas qui se posent, parce que je vous disais, par exemple, on traduit pas les langues étrangères, sauf qu'il s'avère qu'en japonais, il y a énormément de mots anglais qui sont rentrés dans le
la langue commune japonaise, au même titre que nous on parle de week-end, on se dit pas oh mon dieu un mot anglais. Donc il y a énormément de termes anglais qui sont entrés dans la langue japonaise, et donc là il y a des fois des questions sur est-ce que comme on considère comme une langue commune, enfin comme du japonais, donc là on le traduit, ou est-ce qu'à l'inverse on considère que ça reste de l'anglais. Donc voilà. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que justement au fur et à mesure des cas, on a établi des règles et qu'on continue justement en fonction des situations pour proposer la meilleure adaptation qui soit. Là encore, à notre mesure, avec justement les critères définis. Merci beaucoup. Donc je répète rapidement du coup pour Hakaz sur le chat, qui peut-être a écouté une partie seulement, hein, c'est possible. Pourquoi Katakuri Dents de Chien, on le redit une dernière fois, c'est pour être au plus proche du ressenti du public japonais, à savoir que c'est un protagoniste, comme ça c'est la preuve que j'ai bien écouté, c'est un protagoniste qui a un nom ridicule, et du coup le lectorat japonais, quand il découvre ce nom, il se dit waouh c'est nul, mais ok, il a un nom nul, soit, mais du coup il faut que le ressenti soit similaire, évidemment, quand on est un lecteur français, qu'on appréhende, enfin qu'on découvre l'œuvre, il faut que la réaction soit similaire à ce que le public japonais ressent quand il découvre. Et du coup, c'est beaucoup plus drôle finalement dans la blague d'avoir un nom comme ça perturbant, plutôt que d'avoir le nom japonais avec une astérix. Enfin, on perd toute l'expérience à la lecture. À plus forte raison pour l'humour, parce qu'en fait, l'humour c'est quelque chose qui vient directement, on va dire, toucher votre cœur, vous dire ah c'est trop drôle et vous marrez, alors que si on laisse un texte en japonais en expliquant pourquoi c'est drôle, vous dites ah ouais ça aurait pu être drôle, mais j'aurais quand même préféré. C'est comme les gens qui racontent les blagues. Voilà. Je vais t'expliquer la blague. T'as pas compris, je me sens tellement ridicule quand je dois expliquer une blague. Et récemment je le fais avec mon enfant, je dois lui expliquer les blagues, je me sens vraiment nulle chérie, la blague était vraiment nulle, pardon, désolée. Du coup voilà, j'ai réexpliqué une énième fois également, en espérant que du coup l'information soit bien passée par rapport au ressenti qui est voulu de la part du coup du créateur japonais et du coup de la maison d'édition en France, pour que les gens puissent avoir la même expérience que les japonais. Enfin finalement voilà, on est sur une adaptation fidèle dans ce cadre-là bien précisément. Question suivante, parce que mine de rien, il est déjà 18h30, hein, le temps file. Je vous promets, on aura un peu de temps pour les questions du chat, hein, je vous promets. Pourquoi avoir choisi de traduire Whole Cake Island en île tout gâteau, alors que le nom est prononcé en anglais dans la version japonaise? Je ne trouve pas que ce soit un mauvais choix, mais juste ça m'intrigue. Voilà. Donc effectivement, ce que je vous expliquais, c'est que les critères de traduction ont été développés au fur et à mesure en fonction des règles. Et il s'est avéré qu'en fait, la première fois où le terme est apparu, c'était au détour d'une bulle, et en fait, on avait eu un changement d'équipe au niveau de la traduction. Et donc, le terme est apparu. À ce moment-là, personne, en tout cas nous n'avions absolument aucune notion de ce que serait l'île tout gâteau par la suite, mais comme on a traduit ce terme dans les tomes qui apparaissaient, l'autre élément qui intervient, c'est qu'effectivement il y a la fidélité au travail de l'auteur et tout, mais il y a aussi la notion de cohérence par rapport au lecteur. C'est-à-dire que si on change d'un coup, voilà, si on change en disant en fait non c'est pas ça, c'est aussi un petit peu déstabilisant pour les lecteurs et les lectrices. Donc du coup, comme île tout gâteau, c'est aussi un choix de traduction, et en soi c'est pas un mauvais choix de traduction, c'est un choix. Du coup on a gardé ce île tout gâteau, même si effectivement par rapport aux critères qui ont été abordés un petit peu au préalable, on s'éloigne de la règle habituelle. Ça m'est arrivé aussi de faire des choix que je regrette plus tard, mais c'est trop tard. Voilà. Ou alors, parce qu'effectivement, on peut demander à l'éditeur de faire des corrections au moment des réimpressions, mais il faut vraiment que ce soit justifié, quoi. Oui, parce qu'en plus, si c'est sur 45 volumes avant, tu dis, pour un mot qui est juste un choix qui aurait pu être un peu différent, mais c'est pas une erreur. On n'est pas en train de dire le drapeau est bleu, mais il était rouge. C'est pas évident. Mais oui, il y a des choix qu'on regrette, malheureusement. C'est aussi pour ça que, notamment quand il y a des nouvelles éditions, notamment quand on avait sorti le Dragon Ball Perfect, on s'était dit on va en profiter, on va tout mettre à plat pour que justement on puisse avoir une version canonique. Et par exemple, Dragon Ball Super, que Fedor continue de traduire, lorsqu'elle a besoin de se référer à des noms de personnages ou à des scènes de Dragon Ball, c'est vraiment l'édition Perfect qui fait référence, et pas les éditions antérieures. Très bien. Question suivante, toujours sur évidemment One Piece. Bonjour. Dans 2 chapitres, Zoro appelle Sanji par son prénom, chose qu'il ne fait pas en VO. Cela a son importance car Zoro n'a jamais appelé Sanji par son prénom de toute l'œuvre. Pourquoi avoir fait ce choix qui est relativement important, d'autant plus que l'auteur Eiichiro Oda le confirme bel et bien dans les
SBS. Voilà, donc le courrier des lecteurs. Ah, le courrier des lecteurs du tome 73. Donc effectivement, il y a 2 tomes de One Piece où à un moment Zoro appelle Sanji par son prénom, je crois que c'est volume 10 et volume 50 ou 66. Enfin, la référence était indiquée dans le formulaire. Donc pour le coup, là, c'était une erreur de traduction de la part des traducteurs qui en fait avaient simplement fait une interversion. Donc on a saisi le commentaire et justement, normalement, c'est corrigé sur les réimpressions. Parce que on a clairement pris conscience que, je dirais, la manière dont le texte était présent en japonais, c'était pas, on va dire, au hasard. Il y avait vraiment une vraie volonté, des vrais choix de termes, et il fallait s'y conformer. C'est vous dire à quel point il faut être concentré quand on fait de la traduction et impliqué dans l'œuvre. Parce que ce genre de détails, si on prend la série par-dessus la jambe, il n'y a aucun moyen qu'on s'en rende compte. Te dire, tiens, je vais mettre le nom plutôt que le prénom, effectivement, il faut vraiment être focus. Ouais. Très bien. Donc il y avait en plus les références, c'était très précis Voilà. de la part de la personne qui a justement Voilà. soulevé la question. Et vous voyez comme quoi c'est bien de pouvoir faire des remarques. Les gens sont totalement ouverts finalement aux suggestions puisque ça va partir en correction pour les prochaines réimpressions. Je crois même que ça a même déjà été corrigé. À vérifier. Et ça avait potentiellement déjà été corrigé. Ouais. Attendez, vous avez dit tome 10 La meuf qui... Tu n'as pas trouvé dans Tokyo Avenger, tu ne trouveras pas dans One Piece. Ah, et de toute façon les One Piece ils sont même pas ici. Ils doivent être que un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. Je ne pourrai pas checker tout de suite. Mais merci beaucoup pour la question. Question suivante. Bonjour. Je suis contente. Dans votre traduction, Zoro utilise la technique de la danse du lion pour découper la tête du dragon. Cependant, en japonais, il n'utilise pas cette technique écrite Shishi Son Son. Mais sa version évoluée, écrite Shi, la mort, Shishi Son Son. Pourquoi avoir fait ce choix en sachant qu'au chapitre 1033, vous avez correctement traduit la version évoluée par le chant funèbre du lion? Alors, Quel enfer. Voilà. Alors, c'est justement le chapitre 1033. Alors, il y a un point sur lequel je ne me suis pas appesanti, c'est qu'il faut savoir aussi que, notamment pour One Piece, on travaille main dans la main avec Toei Animation, donc les ayants droit de l'animé. L'idée étant de faire en sorte de proposer autant que possible les mêmes termes. Je dis autant que possible parce que des fois, malheureusement, il y a des termes qui passent à la trappe. Et notamment, justement, cette attaque de Zoro, lorsque, justement, lorsqu'on a échangé avec Toei Animation, le premier réflexe c'était de se dire non, c'est pas le même nom. Et en fait, en remontant sur nos échanges, on a découvert que là encore, en se coordonnant, on avait utilisé un nom d'attaque, mais qu'en fait le nom d'attaque qu'on avait utilisé de manière coordonnée était un nom d'attaque erroné. Donc c'est justement ce fameux chapitre 1033 1031 qui nous a amené à remonter dans le tome en question. Et dès qu'on a vu que c'était erroné, Toei Animation de son côté a changé son index, etc. si jamais ils veulent modifier les épisodes, et nous de notre côté on a renseigné le rapport qualité du titre en question pour que dès la prochaine réimpression ce soit corrigé. Et pour le coup je peux pas vous dire ça a été corrigé puisque ça date d'il y a un mois et demi. Effectivement on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur de traduction et du coup là on l'a corrigé. Voilà. D'accord. Mais du coup, c'est cool que ça permette du coup de faire remonter. C'est tellement dense, One Piece, c'est extrêmement, extrêmement dense. Mais du coup, voilà, quand il y a des raisons qui sont évidentes, là, effectivement, c'est une erreur, et que c'est pas juste un choix de traduction, en fait, les corrections se font. Vous êtes super réglo là-dessus. Prochaine réimpression, j'imagine qu'après en numérique aussi, ça va être disponible rapidement. Dernière question avec One Piece, on va pouvoir arriver aux questions du chat. Je comprends pourquoi le Nyark est tel quel et le nom du fruit reste Nika, mais pourquoi ne pas mettre d'annotation pour expliquer que c'est un lien avec le sourire? Il n'y a aucun moyen de le deviner avec votre traduction et c'est pourtant compréhensible par les lecteurs japonais. C'est comme si cette personne, elle venait de nous donner la question maintenant et qu'elle avait écouté tout ce que tu avais dit avant. C'est incroyable. Alors, donc pour resituer, pour les personnes qui lisent pas forcément One Piece, il y a un moment, il y a une fin de chapitre donc très récente où en fait Luffy est inconscient et une des dernières cases, on le voit exhaler un souffle et en japonais, on a le son Nika. Qui a été traduit Nyark parce qu'il faut bien voir que Nika en japonais c'est vraiment un bruit d'onomatopée qui n'a pas de sens particulier que du coup on traduit par Nyark puisque justement c'est rapport au sourire. Et donc il s'avère qu'effectivement quand on met Nyark de la même manière en France on comprend que c'est en lien avec le sourire. Si je vois un Nyark quelque part je me dis pas oh ça c'est un bruit d'estomac à faim. Ah j'ai cru que ça allait dire c'est un paix. Non.
Lorsqu'on a traduit effectivement les chapitres, les chapitres en simultrade, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on traduit en fonction bien évidemment de l'ensemble de la connaissance qu'on a de l'œuvre, mais qu'on ignore totalement ce qu'il y aura après. Donc au moment où le chapitre a été publié en simultrade, Niark paraissait tout à fait cohérent. Et en fait, on découvre par la suite que ce Nika est une sorte de jeu de mots, puisqu'il est question d'un personnage secondaire qui s'appelle Nika, et qu'il y a un lien, sans déflorer le sujet, qu'il y a un lien entre justement ce Nika qui s'échappe de la bouche de Luffy et ce personnage secondaire. Donc effectivement, au moment où on a publié le chapitre en simultrade, naturellement, il nous a paru logique de mettre Niark. Par contre, quand on a eu effectivement les autres explications, là, on a pris conscience qu'il y avait une explication, un changement qui devait être fait. Et c'est aussi la raison, justement, et ça fonctionne aussi pareil au Japon. Au Japon, ils sortent les magazines, les chapitres en publication dans donc, le Weekly Shonen Jump et puis en ligne. Oui. Et lorsqu'il y a l'apparition du volume relié, le tankobon, il y a un travail de l'auteur et de l'éditeur et des échanges pour corriger des choses, soit sur des reformulations, soit sur des dessins, etc. Et donc, notamment, ce Niark Nika, dont on n'avait pas l'explication au moment du simultrade, lorsqu'on publiera le chapitre correspondant en version papier, justement, on fera en sorte que ce ne soit pas simplement un Niark, mais qu'il y ait effectivement soit des explications, soit une compréhension qui soit directe, pour que, justement, j'en reviens à ce que je disais au début, le lecteur français comprenne et savoure One Piece de la même manière que le lectorat japonais. Voilà, que ce soit le plus rapide en termes de réaction et d'expérience. Voilà. Effectivement, voilà. Ben, merci beaucoup. Je crois que du coup, on a fait le tour des questions qui ont été posées via le formulaire. On va pouvoir regarder un petit peu les questions du chat. Donc c'est maintenant que vous pouvez commencer à les poster. Hein, si vous les avez gardées de côté. Il y en a 2 qui ont été mises de côté. Alors du coup, j'ai pas le nom des pseudos, mais peut-être vous reconnaîtrez. Il y a une question qui concerne Evangelion. Est-ce que la nouvelle traduction d'Evangelion sera bien plus fidèle et ne censurera plus certains passages, comme lorsque Misato évoque les règles d'Asuka, par exemple? Alors oui, il y aura une mise à jour de la traduction d'Evangelion, c'est-à-dire que Evangelion, lorsque c'est sorti, on a eu plusieurs équipes de traducteurs qui ont travaillé sur les différents ouvrages, et ce qui fait qu'on n'avait pas forcément de cohérence pleine et entière d'un tome à l'autre. Bien évidemment, à partir du moment où on sort une nouvelle édition, une perfect édition, on a un travail justement d'harmonisation et d'homogénéisation, et donc notamment le traducteur d'Evangelion qui s'était chargé des derniers repasse sur la totalité des volumes afin de justement corriger ce qui doit l'être pour être plus fidèle à la version japonaise. Donc on n'est pas sur une nouvelle traduction, c'est-à-dire qu'on ne repart pas de zéro, mais on part d'une traduction qui est existante où on corrige ce qui doit être pour être conforme à la perfect édition. Et du coup, c'est qui le traducteur? C'est Anthony Pressman. Anthony Pressman, voilà. Donc c'est le traducteur qui a fait les derniers... Il a fait les derniers, il a traduit quelques-uns en binôme avec Satoko Fujimoto, mais les premiers c'était pas lui. Donc l'idée, je veux dire Satoko Inaba est là. Voilà, non. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'ils relisent la totalité des évangélions pour qu'ensuite qu'on puisse saisir la correction. Il avait notamment déjà fait ça pour les Dragon Ball, pas pour les Dragon Ball, pour les écoles emportées. Ah oui. Voilà. Dr. Stone, je crois que c'était une nouvelle traduction. Il avait retraduit. Voilà, puisqu'en fait, pour l'école emportée, il avait traduit l'édition de Bunko, et quand on a sorti l'édition originale, il l'a relue pour la corriger, la mettre au goût du jour, la moderniser un petit peu. Au même titre que quand Fedo avait travaillé sur Dragon Ball Super, tu étais reparti de tes traductions de l'édition Jump, en 42 volumes. Pour la perfect, oui. Voilà, pour la perfect, et qu'elle avait retravaillé pour être conforme. C'est ça. Merci. On a une question qui nous vient du chat aussi, mais continuez à les poster si vous avez des questions, évidemment. Bonjour. Ah, ça c'est super, merci pour les bonjours. Selon certains retours que j'avais eus à l'époque, les traducteurs de manga de... Bah non, mais attends, c'est la question avec Masamune Shiro, en fait, mais je l'avais déjà récupéré tout à l'heure. Ok, donc je me dirige maintenant vers le chat, hein, attention. Je scrolle un petit peu, voir s'il y a des questions qui remontent un petit peu plus haut, ou pas. Ou si on finit plus tôt. Nous ne finirons pas plus tôt, j'aurai des questions en stock de moi-même. Oui, sinon, j'aurais une question pour moi, est-ce que je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que Bulma appelle Son Goku Petit Sang? Ça, c'est intéressant aussi. Donc, ce qui est chouette dans Dragon Ball, c'est que Son Goku est appelé de différentes manières par
par différents personnages. Donc en japonais, Bulma appelle Goku Son-kun. Donc elle prend voilà, le son et elle ajoute un suffixe affectif qu'on va donner à plutôt des petits garçons. Enfin, en tout cas, un garçon qui est souvent plus jeune que soi. Donc, dans la première version, j'avais laissé Son-kun parce que je gardais les suffixes. Et quand on a fait la perfect, on s'était posé la question avec Benoît, je me souviens, comment faire pour conserver cette particularité, parce que c'est important de garder les différentes appellations de Goku. À partir du Son-kun, le kun c'est quelque chose un peu comme un petit diminutif, donc on a mis petit son. Voilà, on trouvait que c'était adapté. Voilà, c'est ça. C'était effectivement un échange. Moi, je sais qu'au tout début, j'avais tendance à me dire, on l'appellera Son. Et Fedom m'a dit, non, c'est vraiment très important. Bulma l'appelle d'une manière totalement différente des autres. Donc, il faut trouver quelque chose. Parce que Tenshinhan et Piccolo l'appellent Son. Voilà. Tout court. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait réfléchi. Et puis en plus, il fallait qu'on ait des termes qui soient relativement courts, parce que des fois, on a des mots qui ne sont pas très larges. C'est la donc, difficulté. Car en japonais, ils écrivent comme ça. Voilà. Donc, bon. Et c'est pour ça que du coup, le petit son nous paraissait bien, parce que je dirais, cette apostrophe liée à une abréviation témoignait d'une familiarité, sans pour autant qu'elle rabaisse son Goku, qui quand même lui sauve la vie un certain nombre de fois. Quand même. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on s'était dit, de la même manière que Chichi l'appellera le Goku pour rendre son parler campagnard, le petit son restera avec Bulma. Voilà. C'est mignon, c'est affectueux. Bah écoutez, j'ai une question. Alors, c'est une question un peu longue, puisque je pense qu'on peut rectifier, quelqu'un qui n'est pas au courant. Donc, c'est toujours bien de rectifier les gens qui ne savent pas forcément. Mais il y a donc JLADM qui dit « Salut, l'œuvre que vous nous avez amenée, la sortie du chapitre le dimanche à 17h, on se fait spoil car le chapitre sort le vendredi au matin dans d'autres pays. Et vu que c'est une fin d'arc perso, je prends pas le risque de me faire spoil et d'attendre jusqu'à dimanche. Est-ce que votre offre sera amenée à changer ou est-ce que ce sera toujours le dimanche ?» Je crois que cette personne n'est pas au courant. C'est ça. Voilà, cette personne n'est pas au courant que, en fait, il n'y a aucun autre pays qui sort le chapitre le vendredi. Ce n'est que du scan illégal, parce que dans tous les pays qui font ça légalement, qui sont en contrat avec la Shueisha, c'est le dimanche à 17h, heure globale mondiale. C'est-à-dire que s'il est 17h en France, il est une autre heure évidemment en Amérique latine, etc. C'est juste qu'il y a ce qu'on appelle des leaks, voilà, des fuites, entre le moment où ça va être imprimé et le moment où ça arrive. Mais au Japon, ça n'arrive pas le vendredi. Au Japon, ça sort le lundi, dans le Jump, dans les combini, partout. C'est que les Japonais, eux, ne vont peut-être pas sur les réseaux sociaux américains, anglais, français, je sais pas. Eux, ils vivent tranquillement, ils lisent leur petit Jump, ils sont très contents. Et du coup, on essaye de proposer, une fois de plus, l'expérience la plus proche de celle du consommateur japonais, avec à la même heure que le japonais, il peut aller acheter son Jump, que peut-être lui, en vrai, il peut pas, parce qu'il c'est un salariman, et il doit attendre la fin de la journée. Et toi, tu peux l'avoir dès 17h sur Glénat Manga Max, Manga Plus. Alors, ce que tu dis est tout à fait vrai. J'apporte juste un élément de précision, c'est qu'en fait, les chapitres numériques, notamment sur Manga Plus au Japon, sont disponibles le lundi à minuit. Et comme ils sont disponibles en numérique le lundi à minuit, compte tenu du décalage horaire, chez nous, ça nous amène 16h ou 17h, selon c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Voilà, c'est juste pour ça. L'idée, c'est que en fait, à partir du moment où c'est disponible au Japon, eh bien, tous les partenaires peuvent le proposer. C'est également disponible à l'heure locale. Et effectivement, les articles et les chapitres qui sont présentés avant ne sont pas des chapitres officiels. Exactement, merci beaucoup. Donc c'était pour traduire, on reçoit le chapitre à peu près une semaine en avance. C'est ça. Voilà, donc en espérant qu'on ne débarque pas après sur des leaks sur internet. Mais si un jour il n'y a plus de Shonen Jump papier, je vous referai pas tout le topo sur l'évolution phénoménale du numérique au Japon. Mais en tout cas, ça prend une sacrée direction. Il y a alors, plein de questions, je suis très contente, merci d'avoir posé plein de questions. Il y a entre autres Master Joker qui dit « Est-ce que vous avez la confiance totale des éditeurs japonais ou de temps en temps il y a un ninja de la Shueisha qui vient vérifier ou commenter votre traduction ?» Alors,
On a globalement la confiance des éditeurs japonais pour la bonne et simple raison, ça fait 30 ans qu'on est éditeur de manga et je pense qu'on ne serait plus éditeur de manga si on n'avait pas cette confiance. Oui. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de temps en temps, parfois certaines questions de la part d'éditeurs japonais qui sont plus des questions effectivement de curiosité. On parlait tout à l'heure d'Altaïr où justement ils se demandaient quels étaient les choix de traduction. De la même manière, notamment par exemple dans le cadre du One Piece Magazine. Le One Piece Magazine, on envoie toutes les pages en validation à l'éditeur japonais, donc qui est surtout là pour vérifier, on va dire, la maquette, que des images n'aient pas été coupées, etc. Mais lorsqu'on a des changements de texte importants, on en informe l'éditeur japonais. Donc ces changements de texte sont généralement, on va dire, ils ont une explication logique. Par exemple, comme le One Piece Magazine au Japon, il annonce des événements. Quand nous les sort en France, les événements sont passés, donc on passe les textes au passé. Donc c'est quand même des changements de texte dont on informe l'éditeur japonais. Donc là, bien évidemment, il y a des échanges. Après, les éditeurs japonais sont amenés aussi à nous solliciter sur différents éléments. Je prends un exemple tout simple, c'est que assez régulièrement, lorsqu'on a un animé qui est licencié, on nous demande justement bien évidemment de collaborer avec l'ayant droit de l'animé et aussi en fait de fournir on a en tant qu'éditeur, on a des index des personnages, des index des attaques, etc. Sur One Piece, c'est un fichier Word qui fait plus de 15 pages. Voilà. Et cet index qui nous sert aussi de base pour vérifier que les noms d'attaque sont bien orthographiés, etc. Les ayants droit nous demandent parfois justement ces index pour faire en sorte que les traductions de des animés en question puissent se baser sur notre travail. Parfois, tu m'envoies des tableaux Excel en disant tiens, là, il faut remplir les Oui, traductions aussi. françaises des vrai. personnages de Dragon Ball et tout. C'est vrai. Et tu t'appliques à la tâche. Oui. Ah bah oui, Ah oui. oui. Comme D'ailleurs, ça. il y a une question sur Dragon Ball qui commence par bonjour. Bah, du coup, c'est Bonjour. C'est une bonne question. Avez-vous réfléchi au nom que vous donnerez à l'Ultra Ego de Vegeta dans DBS? Eh bah ça y est, il est traduit, le tome 17. Mais je vous laisse la surprise. Il est en cours de relecture pour être tout à fait exact. Vous le découvrirez lors de sa sortie, donc en juillet prochain, mais effectivement, Fédois a rendu sa traduction et elle est tout à fait à raccord avec elle-même. C'est en écho avec le réflexe transcendantal. Voilà. Donc non seulement c'était réfléchi, mais ça a même été choisi et tranché. Voilà. On continue avec les questions. Parfait teasing, comme ça les gens seront au taquet pour la sortie du bouquin. Une question de The Qlala. Bonjour. Dans le cas des simultrades, comment sont arbitrés les objectifs de localisation lorsqu'ils rentrent en conflit avec les objectifs de ponctualité? Laisser des notes de traduction, s'éloigner fortement du texte. Je comprends pas la question exactement, mais peut-être que ça vous parle. Comment on fait pour traduire vite? Eh bien, peut-être, ouais, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour traduire vite? Eh bien, donc effectivement, on peut se poser des problématiques parce que comme disait Fédois, on est sur des délais relativement courts en termes de rendu. On a les chapitres entre le vendredi et le lundi matin et il faut qu'ils soient bouclés le jeudi ou le vendredi. Donc on est sur des délais très courts. Qu'ils soient bouclés, lettrés et tout. Oui, pour la traduction, on a quelques heures. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc comment s'arbitre le simultrade? La règle, c'est que le chapitre puisse sortir. C'est la règle. Point. Oui. Au mieux, donc autant que possible, bien évidemment, le traducteur, le lettreur, le correcteur, tout le monde travaille en bonne intelligence pour faire en sorte que, justement, il y ait le moins d'interrogations possible. Mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, on traduit en fonction de nos connaissances actuelles. Pour reprendre l'exemple de Nika, quand les traducteurs nous ont rendu un Yark, à aucun moment ça n'a choqué personne, et même eux, ça leur paraissait logique. Donc on traduit à ce moment-là. Et c'est pour ça que lorsque des fois, justement, il peut y avoir des corrections à intégrer sur le simultrade, ces corrections, on les intègre au moment du volume relié, qui pour nous, je dirais, constitue réellement la version définitive, enfin, la version finale, là où les chapitres en simultrade sont des chapitres vraiment dans une logique de pré-publication, donc une publication magazine, et c'est vraiment la publication en volume relié, où là, on fait les arbitrages, on dit finalement c'est plutôt comme ça, c'est plutôt comme ça. D'ailleurs, on se note les points qui nous semblent problématiques, on dit au fait là il y avait ça, et puis à checker au moment de la sortie du volume relié. Ah oui, en sachant aussi un élément important, c'est que lorsqu'on publie les ouvrages en volume relié, en fait, faut faire comme si on n'avait jamais traduit les chapitres d'avant. C'est-à-dire que contractuellement, les chapitres en simultrade sont une œuvre différente du volume relié, et il faut qu'on reparte du volume relié, qu'on recheck tout, qu'on vérifie tout, parce que justement, il y a eu des modifications. On ne peut pas se dire
ah, c'est bon, ça va passer. Non, il y a on vraiment un vérifie travail de... chaque bulle, Voilà. vraiment chaque bulle. Ouais. Donc c'est vraiment en fait, le simultrade, Ouais. les gens peuvent penser, ah bah c'est super, ils ont déjà traduit, donc la Ils version font un papier, copier-coller. c'est plus facile. Non, en fait, c'est presque plus laborieux parce que on ne part C'est pas d'une laborieux, œuvre ouais. existante. Enfin, si on part d'une œuvre existante, mais qu'il faut repointer. Mhm. Et donc ça prend aussi du temps. Ben oui, parce que mine de rien, ce qu'on peut constater pour expliquer aux gens, c'est que sur les versions du Jump, on va dire, bah, peut-être des dessins sont pas tout à fait finis, et peut-être qu'il y a des bulles Il y a qui ça. finalement décident de... Enfin, l'artiste se dit, cette bulle était pas importante. Enfin, il faut revérifier un petit peu tout. Ils ajoutent du texte hors bulle, des Oui. fois. Ah, ils doivent ajoutent du taper. texte hors bulle. Ouais, ouais. Oh mon dieu. Ouais. Carrément. Ils font... Non, bah en fait, là, Le- c'était pas ça que je voulais Ils dire. changent le texte dans les bulles aussi. Des fois, il y a on se rend compte qu'il y a eu des erreurs parce que peut-être que l'auteur a écrit trop vite et que hop, il s'est corrigé lui-même. Non, il faut vraiment tout vérifier. J'imagine l'erreur de fou. Je t'aime. Non, je voulais pas écrire. C'était pas le moment de la déclaration. Il a pas dit je t'aime. Tu t'imagines la moitié du Japon. Oh mon dieu, il lui a dit je t'aime. Non, c'était pas là, c'était une erreur. Regardez le volume relié. J'ai confondu mon téléphone et mes poches, désolé. Imaginez. Enfin, c'est fou de se dire qu'on rechange quand même carrément le contenu des débuts. Excusez-moi. Une question qui nous vient du chat encore, King Brutsway, ou King Bruts, ouais. Bonjour à vous, ça fait plaisir aussi, bonjour. J'ai une question par rapport au cover. Parfois le titre est traduit littéralement et parfois il y a une traduction phonétique. Aussi, comment décider de prendre la même police que la version japonaise ou de la personnaliser? Par exemple, Bleach a la même police que la version japonaise, alors qu'au Vietnam, la cover de Bleach est très personnalisée. Alors ça fait partie, on va dire, des réflexions qui sont menées en amont par l'éditeur en accord avec l'ayant droit japonais, c'est-à-dire que, effectivement, peut-être que la version vietnamienne de Bleach est un logo totalement différent de la version japonaise, mais dans tous les cas, ça a été validé par l'ayant droit. Faut savoir qu'en France, nous avons un lectorat qui est effectivement très, je dirais, fidèle par rapport aux versions japonaises, donc il apprécie d'avoir des logos qui sont proches et des polices qui soient similaires. Donc on est sur des versions qui sont proche de la version japonaise. Après, tout dépend des éditeurs et tout dépend aussi des sensibilités. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand vous regardez une couverture d'un magazine de prépublication japonaise, un mangashi, il y a du texte partout, Oui. il y a des petites vignettes, vous dites ah ok, il y a ça comme série, mais en fait, vous savez pertinemment que si un manga sortait comme ça en France, le lectorat se dirait oh mon dieu, ça a été maquetté avec les pieds. Parce que les sensibilités culturelles et artistiques ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, il y a des discussions en amont, et là encore, toujours en accord avec l'ayant droit, pour choisir telle maquette ou telle autre. Merci beaucoup. D'ailleurs, il me semble, One Piece, le logo en France, c'est le même qu'au Japon ou il est un peu différent? Il est un peu différent. Alors, le logo de la série One Piece est un logo différent. Parce que je sais qu'aux États-Unis, il est complètement différent. Hein, Voilà. quand je suis allée aux États-Unis. Le logo de la série One Piece courante est complètement différent. Et en fait, comme ce logo a été utilisé dès le départ pour la série One Piece, on reste sur ce logo, puisque l'idée c'est d'avoir pour la série tutélaire une homogénéité. Mais après, on va dire sur des séries qui sont un petit peu parallèles, comme par exemple le One Piece Magazine, on essaye justement de reprendre plutôt le logo japonais parce que c'est une œuvre différente et on sait aussi que les fans apprécient le logo japonais. Mais on ne peut pas changer le logo de la série courante parce que c'est celui-ci qui a été fixé au départ et qui doit rester jusqu'à la fin. Bien, merci pour le complément d'information. Il y a Higashi Saïd qui demande combien êtes-vous dans l'équipe de traduction? Bah, on est tous Trop. indépendants, 42. donc, on n'en sait rien en fait. On n'est pas des Lui, il a les salariés de chez clés. Glénat. Il doit avoir les clés. Alors, dans l'équipe de traduction, très globalement, juste pour l'équipe Glénat, compte tenu des titres qu'on publie, on peut considérer qu'on travaille avec une vingtaine de traducteurs. Ah oui, c'est Voilà. ce que j'aurais dit, tiens, au pif. Grosso modo, on travaille avec, pour être une vingtaine de traducteurs, une dizaine de lettreurs, et puis à peu près entre 3 et 5 correcteurs. Voilà, grosso modo. D'accord, moi j'aurais dit 42 parce que j'aime bien le chiffre. Ouais, aussi. C'est un peu... Bah, 20 bientôt plus mon 10 âge. plus 5, ça fait bien 42. Voilà. Mais c'est ça en fait, c'est ça, exactement. J'étais dans le vrai. Il y a Ryo Saeba qui demande bonjour. Ryo Saeba, j'adore. Quand vous faites vos traductions, est-ce que lorsque le premier volume est sorti, vous essayez de voir si les lecteurs sont réceptifs à cette traduction et s'ils le sont, et s'ils ne le sont pas, est-ce que vous ajustez pour les suivants, vous restez sur votre lancée encore sur plusieurs tomes? Enfin, je pense que c'est une question qui est plus pour un traducteur en soi. Alors, comme je dis toujours, le traducteur est au service de l'auteur original. On ne traduit pas pour faire plaisir à un public, parce que dans ce cas-là,
on peut pas plaire à tout le monde. Donc il y aura toujours des mécontents. Ouais, c'est ça en fait. Donc moi, je vais traduire en mon âme et conscience ce que je vais juger, qui est le plus fidèle, encore une fois, à la volonté de l'auteur. Après, bah voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des gens qui détestent mon style, comme j'écris. Vraiment. Et ça, bah malheureusement, j'y peux rien parce que j'écris comme ça, la personne elle aime pas, je peux pas lui dire mais non, t'as pas raison de pas aimer ce que je fais. Voilà, mais je vais toujours faire mes choix de traduction en fonction de ce qui me semble le plus juste par rapport à ce qu'a mis l'auteur en VO. Et ensuite, je suis très très ouverte à la discussion, encore une fois. Souvent, je parle avec sur des Twitter, lecteurs, totalement. sur Twitter, voilà, qui m'écrivent, qui me disent moi j'aurais plutôt fait ci, comme ça et tout. Des fois, je suis d'accord avec leur vision des choses, des fois pas du tout. Mais en tout cas, j'essaye de prendre les avis aussi pour essayer d'ajuster ce que... Mais toujours en gardant mon opinion personnelle. Parce que oui, on peut m'ouvrir les yeux sur « Ah, mais ça, t'as traduit ça comme ça, alors qu'en fait, c'était plutôt ci. Et si je ne l'avais pas vu, bah oui, effectivement. Là, je ne vais pas me borner à dire « Bah non, c'est ce que j'avais choisi, donc je vais rester là-dedans. » Mais... Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Je suis d'accord avec Fidoa, je tiens juste à apporter 2 éléments de précision. En premier lieu, c'est que les titres qui sont édités le sont sous la responsabilité de l'éditeur. Donc il y a bien évidemment un échange entre le traducteur, la traductrice et l'équipe éditoriale, mais voilà, vous n'aurez jamais un éditeur qui dira c'est de la faute du traducteur. Non mais, je veux dire, non mais voilà, Tout à l'heure, il a dit il a été recalé, il pleure. C'est resté. Mais non, mais voilà, mais c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée est un travail d'équipe pour proposer la meilleure version qui soit, et du manière générale, en fait, le public, ce qu'ils ont, donc ils ont bien évidemment le nom de l'auteur en tête, et éventuellement l'éditeur. Le nom du traducteur vient généralement plutôt après, donc c'est aussi pour ça, je tiens à qu'on ne trouve pas. Voilà, aussi. Ouais, il y a peut-être de ça. Donc il y a effectivement déjà cet élément où effectivement ce que rend le traducteur et ce qui est publié est validé par l'éditeur, ça c'est le premier point. Et le deuxième par rapport à cette question qui consiste à dire est-ce que vous attendez les retours de traduction pour éventuellement changer, en fait, je dirais de manière logistique, on ne peut pas. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple tout simple, là on est en avril, on est en train de travailler, de finaliser les titres qui sortent en juillet, on a des maquettes de titres qui sortent en août, septembre, voire même octobre, qui sont déjà en cours. Donc ce qui veut dire que si par exemple on avait un tome 1 qui paraissait là, et ben en fait, il serait de toute façon trop tard pour qu'on rectifie le tir sur un tome 2. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des échanges très en amont entre les équipes de traduction et les équipes éditoriales pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour proposer un choix de traduction qui correspond à tous et qu'on estime satisfaire le plus grand monde, parce que après, malheureusement, on va dire, sauf erreur flagrante, ça peut pas être modifié. Voilà. Et encore une fois, les erreurs, quand il y en a, à ce moment-là, on en parle avec l'éditeur et c'est corrigé pour les réimpressions. Voilà. Merci beaucoup. Il y a GT Sierra, je pense, fout des petits coups de pression. Concernant le numérique, avez-vous réfléchi à une offre globale conjointe avec d'autres éditeurs, une sorte de Netflix? On dirait la discussion d'hier. Quel était ton pseudo hier soir? Alors, la réponse à ton réfléchi, la réponse est de manière générale non, pour différentes raisons. En premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les droits sont gérés par différentes maisons d'édition et que, par exemple, tous les droits de Shueisha ne sont pas tous chez Glénat, ils sont aussi chez d'autres éditeurs concurrents. Donc, c'est-à-dire que vous avez les droits d'un éditeur japonais, de plusieurs séries d'un éditeur japonais qui sont répartis chez différents éditeurs, et chaque éditeur en tant que tel a, on va dire, sa manière de travailler le numérique et sa perception. Et à plus forte raison, je dirais, si jamais on vous disait, voilà, tous les éditeurs français se sont mis d'accord pour proposer un Netflix. En fait, on n'a pas le droit de le faire. Parce qu'en fait, ce serait une entente d'éditeurs concurrents. Et ça, c'est illégal. D'accord. Donc, tant qu'ils ne sont pas tous dedans... J'essaye de... Ok, très bien, je prends note. Voilà, donc en fait, chaque éditeur a sa vision par rapport à comment développer son catalogue numérique et après fait en fonction des différentes opportunités qui lui sont proposées. Très bien. Il y a plus beaucoup de temps en vrai, hein, mais je vais quand même essayer de faire encore au moins 5 minutes. Il y a Double Jeu qui demande qu'on arrête d'utiliser le « n'est-ce pas »
apparemment trop utilisé, d'après lui. Il dit que ça le sort de l'histoire, hein, et que voilà, mais du coup, je trouve que c'est un peu vague. J'aurais bien aimé un truc plus précis. Je pense que c'est peut-être par rapport à un personnage de One Piece, c'est-à-dire qu'en fait, Ah, c'est vrai. je pense, En plus. en fait, dans One Piece, je parlais tout à l'heure de la fidélité par rapport à l'auteur. Il faut savoir que donc les rires sont différents selon les personnages. On n'a pas que des ha ha ha, on a des gui ha ha, des mou ha ha, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc, et ça, auquel il faut faire attention. Et on a aussi des personnages, justement, je crois qu'on a un personnage un petit peu précieux, qui justement finit ses phrases par n'est-ce pas. Et en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les traducteurs ne s'amusent pas à rajouter un tic de langage, surtout celui-ci, pour le plaisir de rajouter un tic de langage, c'est qu'on a effectivement une formulation qui est présente en japonais. Le choix a été traduit de mettre un espace, ça aurait peut-être pu être un 1 par exemple, je ne sais pas. Mais comme du coup le choix a été fait et qu'il a été validé, la prochaine fois que ce personnage intervient, s'il doit à nouveau utiliser ce type d'interjection, ce sera sans doute un espace. Et je pense que c'était vraiment une volonté de l'auteur de l'utiliser. Je pense aussi, j'imagine en tout cas, mais comme la question était vague et pas précise sur une œuvre, on n'en utilise pas souvent en fait, sinon. Après, ça dépend. Les traducteurs débutants ont tendance à mettre beaucoup de n'est-ce pas pour traduire le né qu'il y a avoir en fin de phrase, né, comme ça, qui demande confirmation de l'interlocuteur. D'accord. Donc c'est vrai que ça pourrait correspondre à un n'est-ce pas, sauf que le n'est-ce pas en français est dans un registre de langage assez soutenu et ne fait pas naturel. Mais du coup, dans le cadre de ce personnage, ça colle bien, voilà. en tout cas, précisément là. Mais c'est vrai que j'ai constaté, les traducteurs débutants ont tendance à utiliser le n'est-ce pas pour traduire le né. Mais du coup, c'est pas chez Glénat qu'il a dû le voir, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des traducteurs débutants chez Glénat. J'ai pas l'impression... on a des traducteurs débutants, alors bien évidemment qui ne le sont plus au fil du temps, mais... Après avoir pleuré. Après avoir pleuré. Après avoir pleuré. Donc non, on a des traducteurs débutants et justement notre rôle aussi en tant qu'éditeur lorsqu'ils nous rendent leur traduction, c'est justement de relire cette traduction et de leur faire nos retours. C'est-à-dire qu'ils veulent, comme disait Fedra, ils veulent un peu trop bien faire et donc ils restent très proches du japonais en disant c'est bon, j'ai été fidèle. Et c'est notre rôle d'éditeur de lui dire oui, tu as été fidèle, mais ton texte est indigeste, je pourrais pas lire 300 pages comme ça, au bout de 30 pages je m'arrête. Et donc ça nous permet de leur fournir des curseurs sur par exemple des traductions d'onomatopées, sur des registres de langue, sur aussi des tournures, on est plutôt sur un shonen, mais on va plutôt utiliser le terme de crapule que espèce d'enflure ou autre terme encore plus fleuri. Et comme ça justement, l'idée en fait c'est d'accompagner les traducteurs pour qu'ils restent fidèles à la traduction, mais fidèles au sens et à l'idée de la traduction, mais pas fidèles à la formulation littérale de la traduction. Très bien, merci. J'essaye de voir un peu les questions des gens, mais il y a des questions, je me dis, elle est intéressante. On a déjà répondu. Du coup, je pense qu'en fait, il y a des gens qui reposent peut-être plusieurs fois les mêmes questions, ou alors des gens qui ont des envies différentes en termes de questionnement. Et en fait, comme ils sont plusieurs, en fait, on a déjà répondu. Bonjour, en parlant de changement, pourquoi le numéro des tomes de Bleach change du 48 au 49 pour passer à des nombres en gras? C'est parce que c'est comme ça en japonais. C'est comme ça en japonais parce qu'on finit un arc scénaristique majeur et on commence un nouvel arc qui, de mémoire, est celui où Ichigo a des problèmes avec ses pouvoirs. Et on a des tomaisons qui changent en japonais. Et comme on respecte la version japonaise parce que ça obéit là encore à une volonté éditoriale, on est resté sur ces changements de typo. Eh bien, ça répond bien à la question. Alors, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Et du tome 66 à d'autres. Shazamdine, ça vous est déjà arrivé de traduire une série, vous l'aimez bien au début, mais après plusieurs tomes, vous trouvez que l'histoire devient ennuyeuse? Oui, ça arrive. Ça arrive. Et parfois, on la porte comme une croix, cette série. Et je me souviens d'une série qui est terminée maintenant où je l'avais vraiment prise en grippe, j'en pouvais plus, j'aimais pas les personnages, j'aimais pas l'intrigue, voilà. Mais un jour, j'ai reçu un message d'un lecteur qui me disait « Oh, c'est vous qui traduisez cette série chez un concurrent ?» je suis tellement content, j'adore cette série et ça m'a illuminé la journée en mode bon en fait mon travail est utile parce qu'il y a des gens qui l'aiment cette série. Ça ne concerne pas que moi, il faut que je continue à faire mon boulot du mieux possible pour tous ceux qui apprécient.
la série en question. Mais c'est vrai Voilà. qu'on n'y pense pas Mais forcément. ouais. Et c'est vrai qu'en plus, comme on a des séries qu'on achète, dont on acquiert les droits, mais dont on ne connaît pas forcément la suite ou la fin, ben, on peut Oui. aussi avoir des développements scénaristiques qui font tiens, je m'attendais pas à ce que ça Pas- parte dans cette partie-là. Bon, Oui. ben, on va continuer à publier, mais voilà. Ou pas. Ou pas. C'est les Voilà. surprises. Les surprises en cours de chemin. Il y a Foxy7 qui dit bonjour. Bonjour. Viz Media a sorti une édition spéciale Bleach pour les 20 ans. Est-ce que vous seriez intéressé de faire la même chose un jour? Viz Media, c'est les États-Unis. Alors, si je Visual, ne me c'est les plante. États-Unis, effectivement. Mais Viz Media aux États-Unis, c'est géré par le Japon directement. C'est la Alors, Shueisha, je sais pas trop comment c'est géré aux Il me semble que c'est États-Unis. géré par les Japonais directement. Après, peu effectivement, près. la question de Bleach peut se poser. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, notamment, on sort les romans là pour déterminer si on a réellement une communauté. La communauté qui est véritablement au rendez-vous pour les romans, pour ensuite envisager d'autres développements. Après, bien évidemment, rien n'est fermé. Rien n'est fermé, notez-le, mais la communauté, hein, il faut être présent, il faut bien vous manifester, voilà. Faites du bruit, faites des gros tweets avec Merci, le cap Cédric. suractivé en disant oui, la commu Bleach est là. Je vais essayer de prendre une dernière question, j'essaye de choisir un peu parmi tout ça. Otakanura, moi aussi j'aimerais savoir, mais je pense pas qu'ils aient la réponse. Car j'essaie de voir si c'est des questions en fait qui sortiraient du lot, du genre du thème de questions qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais il y a plein de trucs qui se ressemblent. Il y a Peton qui demande qui s'occupe des traductions de Tokyo Revengers. Mais il y a le nom du traducteur. Bien sûr. Mais on l'a pas Oui. cité. Non, c'est vrai, on l'a pas Aurélien cité. C'est Aurélien Estagier. Estagier. Oui, voilà. Ah mais il est très bon. Bien en sûr. plus, Oui, il est Aurélien. excellent. Ah oui, il est très bon Aurélien. Il a eu Et- le prix Konishi. Et Peton, pardon, il a eu le prix Konishi, tout à fait, demande est-ce qu'il est jeune pour coller à l'univers de la série? Sauf qu'il me semble qu'il n'est pas jeune. Hein. Non, mais il faut pas forcément être jeune. Voilà. pour- En fait, la question, c'est pas une question d'âge du traducteur, c'est une question, on va dire, d'expérience du traducteur. C'est une question aussi d'adaptabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de se couler dans le moule Oui. du texte japonais, et ensuite est-ce qu'il est capable aussi de faire les recherches. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que faire des recherches, c'est parce qu'on va traduire un manga extrêmement compliqué, et donc du coup il faut faire des recherches scientifiques sur des éléments. Mais non, faire des recherches, c'est aussi des recherches sur des termes d'argot, sur un Ah oui. langage parlé de personnes jeunes, sur ces éléments-là. Et en fait, un bon traducteur est capable justement d'être souple dans sa méthode de travail pour, je dirais pas traduire tout, mais pour pouvoir s'adapter en fonction justement de ce qu'il sait faire et de ce qu'il sait chercher. Je le fais sur un titre Folio, pas chez Glénat, mais chez la concurrence. Ah Et mais oui, c'est je vois vrai lequel que c'est. voilà, et c'est vrai que c'est très très amusant de faire des recherches, comme tu dis, sur le langage actuel, parce que Le bon, slang. voilà, moi mes enfants sont encore trop jeunes pour parler comme ça, et moi je suis trop vieille, mais c'est bien, on peut traîner sur Twitter, hein, il y a des trucs très intéressants, et ouais, et puis il faut être un peu caméléon comme ça, C'est ça. et plus on lit des textes avec ce langage-là, plus on commence à choper la Oui, façon de plus on parler. s'en- plus on apprend, Et on hop, s'en on s'en imprègne, comme tu dis. Et on l'applique après pour nos traductions. C'est ça. C'est vraiment très, très C'est amusant. pour ça que j'ai piqué le chai à mes enfants. Non, mais c'est vrai, j'ai mis des termes dans les racailles de l'autre monde. Je ne connaissais pas ces mots-là avant de faire les recherches, mais du coup... Est-ce qu'on pourrait dire qu'en ce moment il y a une espèce d'envolée du furio dans C'est le paysage manga français, initié évidemment grâce à Tokyo Revengers. Là évidemment je prends des libertés, mais je fais exprès parce que moi j'aime bien touiller aussi, pas comme lui, mais oh, mon Dieu, écoutez, je pense que c'est l'heure de se dire au revoir parce que j'ai plus de batterie. Ah, Ah bah voilà. Le téléphone c'est éteint. C'est éteint. Du coup voilà, la dernière question était sur Tokyo Revengers et je suis très contente parce que du coup c'est une de mes séries préférées. On a beaucoup débordé du coup sur ce live, hein, puisque normalement on aurait plutôt dû finir vers 19h. Regardez, il est 19h15. Oh. Mais on passait un très bon moment, on était Oui. contents. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je n'ai plus accès à rien parce que du coup c'était mon téléphone qui donnait internet à ma tablette. Alors du coup comme il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien nulle part. Qu'est-ce qu'ils disent de gentil? Parce qu'ils disent forcément des trucs gentils. C'est que des gens gentils ici. On a que des gens hyper c'était sympa, merci, bienveillant. bonne soirée.
C'est ça, voilà, je veux ce retour global. Par contre, les fans de Bleach se sont manifestés quand on en a parlé. Très hein. bien. Oui. Ils ont fait 10 lignes de chat, là en mode on est là, moi j'en achète 1000, c'est prévu. Très bien. J'ai vu avec le Ok, banquier. très bien. Donc non, ils sont là, du coup je m'attends à ce que voilà, et vous soyez vraiment présents au moment où les choses vont se passer. Ce serait très cool. Du coup, on va devoir se quitter, même si on aurait peut-être pu passer encore 1 heure ensemble, parce qu'on passe un bon moment Oui. et on apprend beaucoup de choses grâce à vous deux, qui êtes des puits de savoir dans vos domaines respectifs. Et c'est très enrichissant, je trouve. Du coup, merci beaucoup, Benoît. Merci. Merci beaucoup, Fédois. Merci En Caroline. espérant pourquoi pas vous retrouver pour un 2e numéro sur la traduction. Quand vous voulez, hein. Je pense que ça pourrait être toujours intéressant, pertinent en tout cas. Et nous, de notre côté, on se retrouve pour le prochain Glénat Manga Live, qui sera évidemment mercredi prochain. Et quelque chose me dit qu'on va s'intéresser à une certaine licence à 300% intéressante et passionnante. Il s'agit évidemment de Dr Stone, où je serai en compagnie d'autres invités pour vous parler de cette licence. Et je vais me faire un marathon pour rattraper tous les tomes que j'ai en retard. Heureusement que j'avais déjà commencé à lire. Ce sera pas trop difficile à rattraper. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 17h pour parler de Dr Stone. Bye.